Madame la présidente. Vous pouvez vous asseoir. Alors, l'Assemblée poursuit le débat sur le rapport de la Commission de l'administration publique et nous poursuivons avec Monsieur le leader de l'opposition officielle. Réellement, très courtement, Madame la Présidente, avec votre permission, j'aimerais savoir, juste avant, puis je ne veux pas couper la parole à mon collègue de Portneuf, que j'apprécie beaucoup, le gouvernement a-t-il l'intention, pour la bonne conduite de nos travaux, la compréhension que nous avons, c'est que le gouvernement a l'intention d'utiliser tout son temps dans le contexte de ce débat-là. Est-ce que l'on peut l'avoir, cette confirmation-là, de la bouche du leader du gouvernement, s'il vous plaît? Monsieur le leader du gouvernement, est-ce que vous voulez répondre à la question de Monsieur vous le découvrirez en même temps que nous, Madame la Présidente. Alors, vous avez quoi? C'est juste, Madame la Présidente, pour la bonne conduite de nos travaux, je pense qu'il aurait été de bonne loi, juste de nous confirmer, et encore une fois, je vous le dis, c'est selon les échanges, c'est ce que l'on déduit, que le gouvernement a l'intention d'utiliser tout son temps, parce que sinon, nous aurons l'occasion de l'utiliser. C'est juste à cet effet-là. Je comprends votre question. Par contre, vous savez qu'il n'y a pas d'obligation de donner l'information, mais comme vous en déduisez, alors vous pouvez... Il ne veut pas vous donner l'information. Donc, on vous le découvrirez en même temps que moi. Monsieur le député de Portneuf, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'en étais tout à l'heure à remercier à la fois le secrétaire de la Commission de l'administration publique, M. Marc-Olivier Bédard, toute son équipe, Madame Paradis, ainsi que les gens qui travaillent au service de la recherche autour de nous. Bien entendu, je voulais aussi stipuler et rappeler le travail étroit que nous avons l'occasion de faire avec la vérificatrice générale. On salue également l'importance de cette excellente collaboration, de même que l'étroite collaboration que nous avons avec le protecteur du citoyen. Nos rencontres sont toujours très productives et nous apprécions la nature de ces collaborations. Bref, vous l'aurez compris, Madame la Présidente, j'aime siéger à la Commission de l'administration publique avec ces femmes et ces hommes, parlementaires ou non, qui s'activent tout au long de l'année. Et si je devais trouver des qualificatifs qui me viennent spontanément à l'esprit pour les caractériser, eh bien, celui de compétence, impartialité, indépendance, rigueur, crédibilité et détermination me sautent à l'esprit. Tous ensemble, nous faisons en sorte que l'administration publique serve au mieux l'intérêt de nos concitoyens. Nous le faisons de manière positive, nous le faisons de manière constructive. On a eu l'occasion, Madame la Présidente, à quelques reprises depuis tout à l'heure, de parler de la transpartisanerie. C'est en effet une des particularités de la Commission de l'administration publique. Nous sommes en mesure de faire la différence avec les commissions et pour siéger sur plusieurs autres commissions sans vouloir en dénigrer aucune, bien entendu, ou même encore les mettre en concurrence ou en opposition. Je peux vous assurer que le climat et l'ambiance qui règnent au sein de la Commission de l'administration publique est bien différent de ce que j'ai pu constater ailleurs, ce qui contribue à la grande qualité de nos travaux. J'ai déjà parlé de mes collègues tout à l'heure, mes collègues du comité de directeur. Je voulais aussi rappeler que je n'ai jamais ressenti la volonté de mettre en porte-à-faux d'une quelconque manière la manière dont j'avançais les idées au nom du gouvernement. C'est un peu finalement comme si les parlementaires se vêtissaient d'un autre habit lorsqu'ils passent les portes de la commission de l'administration publique, un habit finalement transpartisan. Les décisions que nous prenons au sein de cette commission, fait à souligner, sont toujours prises à l'unanimité. Une autre particularité de la CAP, autant dire que la collégialité est importante et fondamentale à la commission de l'administration publique. Nous sommes même des exemples à travers le monde. J'oserais dire que nous faisons même des envieux. Récemment, nous avons accueilli une délégation du Burkina Faso, des parlementaires qui sont venus s'inspirer de notre modèle et de notre manière de faire.
J'ai pu constater à l'occasion de multiples rencontres avec ces parlementaires le grand intérêt qu'ils portent à notre institution à l'occasion de ces séances de travail. Ce qui a le plus étonné visiblement les parlementaires que nous avons reçus, c'était notre transparence et aussi l'aspect transpartisan de notre commission. On sait que beaucoup de chemin reste à parcourir pour certains parlements au travers le monde et à la commission de l'administration publique, nous nous réjouissons si nous pouvons aider les manières de faire à travers le monde. On a remarqué, lorsque ces parlementaires sont venus nous rencontrer, que la volonté était bien là, elle était bien présente. Je sais aussi que le Sénégal aimerait profiter de notre expérience, possiblement donc prochainement une rencontre avec les parlementaires sera organisée. Mais vous savez, Madame la Présidente, à la Commission de l'administration publique, nous n'avons pas la science infuse. L'été dernier, en effet, comme le rappelait le député de Robert Baldwin tout à l'heure, nous avons eu l'occasion de réaliser une mission à la conférence annuelle du Conseil canadien des comités des comptes publics à Niagara-on-the-Lake. Le député de Robert Baldwin, le député de Jonquière et le député de Rosemont faisaient partie de cette délégation à laquelle je participais également. Nous avons été en mesure de constater finalement notre différence de procédé, notamment en ce qui a lieu au compte public. C'est ce qui nous distingue des différents conseils canadiens au travers du pays, au travers du Canada. Ça a été l'occasion de faire plusieurs échanges de bons procédés, d'échanges de bonnes pratiques. Nous sommes bien entendu perfectibles et nous étions allés à ce conseil pour parfaire nos connaissances. Monsieur le député de Robert Baldwin est intervenu aussi pour expliquer quels étaient les bons coups finalement que nous avions fait ici en ce Parlement au sein de la Commission de l'administration publique. L'essentiel finalement, c'est d'aller nous inspirer d'autres modes de fonctionnement et aussi de présenter les bonnes choses que nous faisons ici. Mais revenons sur le rapport, le 40e rapport où 4 chapitres étaient présentés. Le premier chapitre, l'audition sur la reprise informatique, qui s'est tenue le 9 octobre dernier. On y accueillait le vice-président au service d'infrastructure et aux solutions d'affaires du Centre de services partagés du Québec, M. Guy Rochette. On accueillait également la sous-ministre du Travail, à l'emploi et à la solidarité, Madame Brigitte Pelletier. Et enfin, nous recevions le secrétaire du Conseil du Trésor, Monsieur Éric Ducharme. Concernant le chapitre 2 que nous avons reçu un peu plus tard durant la saison, il concernait, lui, l'audition sur la gestion administrative et les engagements financiers du ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous avons accueilli à cette occasion le sous-ministre, Monsieur Yvan Gendron, ainsi que toute l'équipe de fonctionnaires qui l'accompagnaient. En ce qui a trait au chapitre 3, c'était là l'occasion d'auditionner sur la gestion administrative et les engagements financiers du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. À cette occasion, nous avons bien entendu reçu et accueilli le sous-ministre Eric Blackburn, qui était entré en fonction assez récemment. Nous avons manqué de temps puisque la séance a été interrompue à 2 reprises pour des votes, ce que nous avons d'ailleurs déploré finalement. Le fait qu'on ait dû s'absenter à 2 occasions est bienvenu gruger du temps précieux qui nous était imparti pour poser des questions importantes. Et en ce sens, nous souhaitons poursuivre les échanges prochainement et nous avons convenu de les reconvoquer à l'hiver 2020. En effet, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur se guidait jusque maintenant avec un plan stratégique qui avait été déposé par le passé, mais le ministère travaille actuellement sur un nouveau plan stratégique qu'il déposera dans les mois qui viennent. Donc nous avons convenu qu'il serait opportun de revoir le sous-ministre et son équipe pour
finalement venir nous présenter la différence entre l'ancien plan stratégique et le nouveau, deux plans qui viendront finalement se chevaucher pour corriger le tir de certaines situations. Et enfin, nous avons abordé le chapitre 4, qui était là l'examen de rapports annuels de ministères et d'organismes publics. À cette occasion, nous avons pu nous documenter un peu plus sur le Centre de la francophonie des Amériques, sur le comité consultatif de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, sur le Conseil consultatif de la lecture et du livre, sur le Fonds d'aide aux actions collectives, sur la financière agricole, sur le Musée contemporain de Montréal, sur le Musée de la civilisation, sur le Musée national des beaux-arts du Québec et enfin sur la Société du Centre des congrès de Québec. Je voulais d'ailleurs à ce sujet rappeler toute l'importance et l'attention qu'on porte à l'analyse de ces rapports de gestion qui nous sont déposés. Parfois, il s'agit de tout petits organismes que nous avons à vérifier, mais on sait que les gens qui travaillent sur ces documents le font avec beaucoup d'énergie et ils consacrent beaucoup de temps et que, bien entendu, ils s'attendent à recevoir nos commentaires pour bonifier leur manière de faire. Et je voulais les rassurer et leur dire que nous y accordons beaucoup d'attention. Je voulais revenir sur le chapitre 2, au-delà des chiffres dont on parlait tout à l'heure à propos du rapport de gestion. Plusieurs des députés qui étaient présents à l'occasion de cette rencontre ont souhaité, au-delà des chiffres, mettre un peu plus d'accent sur le volet humain de la situation, sur le volet service aux citoyens. Et tout à l'heure, je vais m'appuyer un peu sur la situation de Portneuf. Portneuf, en effet, en matière de santé, n'est pas un cas particulier. Québec en entier fait face aux mêmes réalités, mais je peux vous assurer que l'accessibilité à un médecin de famille est l'un des enjeux majeurs de la circonscription que je représente. Je sais que la ministre travaille fort pour corriger des situations préoccupantes. Le 30 octobre dernier, donc, nous avons eu l'occasion de poser beaucoup de questions. Souvent encore, nous manquions de temps, tant les sujets étaient à la fois sérieux et tellement intéressants. Importance de poser des questions à ce ministère, car il faut le rappeler, il se voit accorder un budget de 38,4 milliards de dollars, soit 46% des dépenses budgétaires du Québec. Et dans les cibles que nous avons analysées, nous avons constaté que 6 des 22 objectifs sont atteints, c'est-à-dire 27%, et que parmi les 48 cibles applicables en 2018-2019, 20 cibles sont atteintes. Autant vous dire que le résultat du plan stratégique était au centre de nos préoccupations lors de cette audition et que les membres de la commission, pour les membres de la commission, il était difficilement concevable que seulement 27% des objectifs soient atteints. Le sous-ministre, de bonne foi, ne pouvait ignorer que la précédente réforme en santé avait des effets parfois destructeurs ou avait eu des effets parfois destructeurs qui ne peuvent être corrigés très et trop rapidement. Parmi les faits et autres faits saillants, on note que 42,3% des plaintes de signalement et de demandes d'assistance concernent les centres hospitaliers, dont plus de 50% sont fondées. Vous le comprendrez, Madame la Présidente, que c'est beaucoup. Les membres ont là aussi souligné leurs préoccupations à cet égard. Bien entendu, les enjeux des ressources humaines sont bien connus dans le réseau de la santé. C'est un problème crucial pour le réseau. Les chiffres sont impressionnants en ce qui a trait à la main-d'œuvre, puisque 6,8% de la population active du Québec travaille au sein du service de la santé. Bref, autant dire que qu'on soit patient ou employé, nous sommes très nombreux à être touchés par le fonctionnement des services de la santé. Au total, c'est 275 350 employés qui travaillent dans le réseau, dont 117 569
infirmières et préposés aux bénéficiaires, 61 316 techniciens et professionnels. Il faut incontestablement travailler à revaloriser les professions, notamment les préposés aux bénéficiaires, les infirmières et infirmiers, les techniciennes et techniciens. Le fait important qui a d'abord été soulevé tout à l'heure, un fait que j'ai noté, 57 000 infirmières travaillent actuellement dans le réseau et 23 000 prendront leur retraite d'ici 5 ans. De même que le taux de départ volontaire que nous avons pu constater a doublé en 3 ans. Il est passé de 9,7% en 2014-2015 à 18,7% en 2017-2018. Vous l'aurez compris, la pénurie de main-d'œuvre n'épargne aucunement notre réseau et la fatigue du personnel, on a d'ailleurs vu de nombreux reportages à cet égard, est un fait notable dans la conjoncture actuelle. Je sais que la ministre y travaille actuellement, il travaille de longue haleine pour essayer de résoudre la situation, mais encore une fois, comme je le disais il y a quelques minutes, c'est une situation qui ne peut pas être corrigée instantanément. Il y a plusieurs gestes à poser pour venir corriger cette situation. Le sous-ministre présent a motivé les actions à venir pour corriger finalement cette situation. Entre autres, nous avons noté la récente annonce des programmes de bourse pour motiver les étudiants à rejoindre le réseau, les efforts de recrutement qui sont menés à destination de l'étranger, d'autres mesures qui devraient être présentées aussi prochainement, nous disait le sous-ministre, et je notais que 200 millions d'argent neuf a été ajouté pour recruter du nouveau personnel. Bien entendu, les nouvelles technologies, l'ajout récent de 350 préposés aux bénéficiaires et l'annonce de plus de 800 infirmières dans le réseau viendront bien entendu faciliter la situation, on l'espère, le plus rapidement possible. La question des médecins de famille est une question, et d'accessibilité aux médecins de famille est une question qui est revenue souvent. On a questionné beaucoup le sous-ministre à ce sujet. C'est très préoccupant à grandeur du Québec et je peux vous assurer que sans grand étonnement que c'est très préoccupant dans la région que je représente, dans Portneuf. J'avais indiqué tout à l'heure que je ferais référence à des situations et selon les données en termes de pourcentage, mais on s'entend que ce ne sont que des statistiques. La population inscrite auprès d'un médecin de famille l'est souvent finalement. Si je regarde la réalité de Portneuf, on nous indique que 92% des patients sont inscrits à un médecin de famille. Vous savez que la difficulté finalement, c'est d'avoir accès à un médecin de famille et non pas d'être inscrit auprès d'un médecin de famille. Je sais que tous les jours, à mon bureau de circonscription, de plus en plus de personnes viennent pousser la porte pour me sensibiliser à cette situation. J'ai des citoyens, notamment de l'ouest de la circonscription, à Saint-Casimir, à Saint-Marc-des-Carrières, à Saint-Alban, à Saint-Raymond, à Rivière-à-Pierre, qui sont finalement des contribuables comme nous tous et qui souffrent de ne pas avoir accès à un médecin de famille. C'est tout ce genre de questions que nous avons eu l'occasion de poser au sous-ministre. Et je prenais d'ailleurs l'exemple d'un homme qui sonne encore une fois souvent à ma porte, qui souffre de problèmes intestinaux graves, qui a dû subir une stomie et qui a accès à un spécialiste, mais n'a pas accès à un médecin de famille pour pouvoir obtenir les traitements nécessaires quotidiens. Notre population, bien entendu, est vieillissante, on le sait, notamment en région. L'ouest et le nord de Portneuf, encore une fois, pour prendre un exemple, est un cas préoccupant. Il est nécessaire d'agir. Et j'ai d'ailleurs, à cet égard, fait venir la ministre de la Santé dans le comté de Portneuf pour qu'elle puisse rencontrer un comité citoyen qui s'est formé il y a quelques années
un comité citoyen qui s'est mobilisé pour essayer de convaincre le précédent ministre de l'urgence de la situation. Cette fois-ci, eh bien, ils ont eu accès pendant plus d'1 heure à notre ministre et ont pu lui démontrer toute l'importance d'agir vite et d'agir rapidement. À ce sujet-là, nous avons eu la confirmation très récemment de l'installation d'un TACO et des annonces importantes en matière de santé qui correspondent à 21,9 millions de dollars. Bien entendu, dans la situation préoccupante des médecins, il y a les départs à la retraite. On s'interroge, et ce sont les questions qu'on a posées encore une fois au sous-ministre, on s'interroge, a-t-on vraiment anticipé par le passé le nombre de départs à la retraite? Le ministère nous indique que pourtant il détient toutes ces données, mais nous étions quelque peu sceptiques parce que la réalité sur le terrain est tout autre. On sait aujourd'hui que avec les nouvelles façons de vivre, les nouvelles conditions de vivre qu'on veut avoir intéressantes, eh bien il faut parfois 2 voire 3 médecins pour remplacer un médecin de famille des anciennes générations. On se posait la question, on a posé souvent la question au sous-ministre aussi, avez-vous réellement par le passé, ou en tout cas vos prédécesseurs ont-ils réellement par le passé anticipé la féminisation de la profession? On sait qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui sont finissantes en médecine. C'est tout à fait normal, bien entendu, qu'elles pensent à fonder leur famille, mais en fondant leur famille, eh bien, il y a des impacts qui sont perceptibles dans notre réseau d'accès à un médecin de famille. Je prenais encore une fois l'exemple de Portneuf et je me disais que les municipalités ou des organismes devaient maintenant, et je trouve ça un petit peu problématique, que ce soit des municipalités ou des organismes qui soient obligés de se prendre en charge pour rendre accessibles aux médecins des cliniques plus conviviales, des cliniques qui sont mieux équipées et aussi mener des actions qu'on appelait, vous vous souvenez, le film La Grande Séduction. Je sais que, par exemple, moi, à Saint-Raymond, eh bien, 2 médecins sont venus s'installer tout simplement parce que ce sont des amateurs de vélo de montagne et ils ont été séduits par le fait que nous avions la vallée Bras du Nord. Donc, il faut faire preuve de toutes sortes d'ingéniosité, finalement, pour attirer nos médecins dans nos régions. Et on se rend compte qu'on transfère finalement cette responsabilité à nos milieux. À côté de ça, bien entendu, il y a plusieurs pistes de solutions qui nous ont été présentées, des pistes de solutions intéressantes, comme par exemple l'annonce des infirmières praticiennes spécialisées avec le projet de loi 43. Ce projet de loi va permettre à nos IPS de pouvoir poser de nouveaux gestes, ce qui n'était pas le cas avant. Il va falloir, là encore, travailler auprès de notre population pour adapter, notamment nos personnes âgées, à cette nouvelle façon de faire, parce que bien souvent, nos personnes âgées ne pensent que seul le médecin ne peut répondre à leurs besoins. En réalité, les infirmières, avec les nouvelles compétences qu'on leur accorde, eh bien, vont pouvoir désengorger finalement certains bureaux et même pas mal bureaux de médecins de famille. Je suis donc content de savoir que d'ici 2015, eh bien, 2000 de ces professionnels seront au service de nos patients. Elles auront, comme je le disais il y a quelques instants, de nouvelles responsabilités. C'est bien entendu une source de motivation également sur elles. On compte sur l'importance de la collaboration des médecins dans ce domaine. Et puis, on est bien convaincu que les médecins vont pouvoir se consacrer davantage et consacrer davantage de temps aux tâches pour lesquelles ils sont formés. Bref, vous comprendrez, Madame la Présidente, que l'annonce d'une arrivée massive d'IPS est un véritable ballon d'oxygène pour nos régions. J'ai questionné aussi sur la manière dont sont répartis les médecins dans nos régions, ce qu'on appelle communément dans le réseau de la santé le PREM, et puis aussi j'ai émis l'hypothèse dans certains cas de pouvoir peut-être diviser le territoire en sous-territoires pour permettre à des médecins, parce qu'on sait que les médecins aujourd'hui sont soumis à des obligations d'activités médicales prioritaires. Ils les font soit dans les
les hôpitaux ou les CLSC. Et puis en dehors de ça, ils n'ont aucune obligation de tenir leur pratique en cabinet dans l'endroit où ils font leurs AMP finalement. Ça fait en sorte que, il y a des médecins qui, si je prends encore une fois l'exemple de Portneuf, des gens qui viennent pratiquer dans l'ouest de Portneuf, mais qui accueillent leurs clients en cabinet dans le secteur de Québec. Et on sait que, alors que dans des secteurs ruraux comme les miens, les besoins les plus criants de la population sont les besoins pour rencontrer un médecin en cabinet. Le sous-ministre nous a donc assuré de cette volonté de changer et de corriger la situation. Et je peux vous assurer que le travail que je fais moi-même avec le PDG du CIUS de la capitale nationale ici, démontre que tout le personnel est en effet maintenant en mode solution pour essayer de résoudre ces problématiques qui sont criantes. Bien entendu, on a abordé à ces occasions aussi le délai d'attente pour les chirurgies, des délais toujours trop longs lorsqu'on est en attente, bien entendu. On sait que notre système de santé est efficace lorsqu'il s'agit d'urgences vitales, quand on parle de cardiologie ou de cancérologie, par exemple, mais lorsqu'il s'agit de remplacement d'une prothèse de hanche ou d'une prothèse d'un genou, il faut parfois attendre plusieurs années dans des situations de souffrance. Mon collègue ici présent de Rivière-du-Loup-Témiscouata a aussi abordé la question des ambulances. On sait que c'est un problème dramatique dans certaines régions et on sait à quel point pourtant lorsque l'ambulance intervient dans un délai très rapide, elle peut sauver des vies. Donc ce sont des questions qu'on a posées et aussi nous avons insisté pour sensibiliser le sous-ministre à cette réalité. J'ai questionné sur les cliniques d'hiver et je l'avais constaté, mais là on m'a répondu par quelques chiffres. Le bilan était très positif l'an dernier. Le sous-ministre nous a indiqué à cette époque, et j'ai constaté que la ministre l'a annoncé dimanche dernier d'ailleurs, à cette époque, lorsque nous avons rencontré le sous-ministre, il nous indiquait que ce projet novateur allait être reconduit. Ça bonifie encore une fois l'accès aux premières lignes, ça bonifie les services médicaux, ça ajoute finalement des services médicaux destinés à toute la population durant l'hiver, notamment en ce qui a trait aux symptômes de grippe, aux symptômes de gastro-entérite ou encore aux symptômes de santé non urgents. Au total, c'est donc plus de 55 cliniques établies dans 6 régions et ce seront 20 000 heures cette année qui seront disponibles à la population contre 12 000 heures l'an dernier. On a aussi, on est sorti, on est sorti à la fin de la rencontre sur ce que j'appelais l'humain. On est allé voir un petit peu du côté des finances, notamment des contrats de gré à gré qui avaient été accordés. On remarque que des 46 contrats de gré à gré publiés en 2017-2018, 11 dépassent les seuils publics d'appel d'offres publiques. Un de ces contrats, qui s'élève d'ailleurs à 5,1 millions de dollars, est une acquisition de licences de courrier électronique et d'applicatifs Lotus Note IBM. On se fait souvent lorsqu'on questionne les sous-ministres et qu'on se demande pourquoi de tels montants sont accordés dans des contrats de gré à gré. On obtient pour réponse qu'il s'agit de licences qui sont fournies par des groupes informatiques finalement et que seule une licence est disponible. Donc il n'y a pas moyen de faire jouer le jeu de la concurrence. Par ailleurs, 7 contrats de services professionnels dépassent le seuil de 100 000 $. Ils totalisent à eux plus de 7 millions de dollars, soit près de 20% de la valeur totale des contrats de gré à gré. Microsoft, comme je vous le disais tout à l'heure, étant un fournisseur unique, c'est la réponse qu'on nous fournit dans la plupart des cas pour justifier le fait que ces contrats soient octroyés de gré à gré. Donc voici, Madame la Présidente, quelques-uns des sujets qui ont été abordés. Je vois que le temps file. Suite à cette audition que nous avons faite, la Commission a formulé 4 recommandations qui nous éclaireront sur nos questionnements.
et nous recevrons prochainement le tout et aurons l'occasion d'y jeter un œil très particulier pour s'assurer que le tout fonctionne parfaitement. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Maintenant, nous poursuivons avec Monsieur le député de Pontiac. Bonsoir, Madame la Présidente. J'écoutais les intervenants qui se sont exprimés avant moi sur la question du dépôt du rapport de commission. Le député de Robert Baldwin, qui est un peu notre pilier à la commission parlementaire, Madame la Présidente. Le député de Jonquière, le député de Rosemont et le député de Port-Neuf. Et il y a une chose qui est frappante à la commission de l'administration publique, là, et c'est comme ça toujours, c'est comme ça depuis le début des temps, c'est que c'est vrai que c'est une commission qui est un peu différente des autres. C'est vrai que c'est une commission où, lors de l'audience de la vérificatrice générale, ou dans ce cas-ci du ministère de la Santé ou du ministère de l'Éducation, c'est vrai que les députés travaillent ensemble. C'est vrai que les députés le font dans une approche différente. C'est vrai que c'est la seule commission qui nous permet peut-être d'aller voir ce qui se passe de mieux à l'extérieur du Québec, dans les autres commissions, de ramener ça ici, d'inviter des gens, de leur montrer comment on étudie, nous, toutes ces données-là, toute cette information-là, cette gestion de programme-là, comme on le disait plus tôt. Mais ça ne change pas le fait, Madame la Présidente, que dans un esprit de collaboration à l'intérieur de la commission, disons non partisane, qu'il y a quand même des enjeux qui sont soulevés, des enjeux importants, des enjeux majeurs de gestion gouvernementale et des enjeux auxquels le gouvernement doit répondre. On écoute, on entend, on analyse ce que la vérificatrice générale nous amène, on essaie de comprendre le fonctionnement des différents programmes à l'intérieur des ministères, mais en même temps, c'est certain, Madame la Présidente, qu'il y a des améliorations très nettes à faire. Et nous, on s'attend à ce que le gouvernement prenne au sérieux les recommandations qui vont être mises de l'avant, mais qui prennent au sérieux également tous les constats qui sont faits. Et je fais, parce que je n'ai pas énormément de temps, mais on peut quand même en faire pas mal en 10 minutes, Madame la Présidente, parce que je n'ai pas énormément de temps, je vous fais grâce de la longue liste qui a été disons, qui vous a été soumise par le député de Port-Neuf, de tout ce qu'on a entendu. Mais il y a certains points qui me sont particulièrement chers. Et je vais revenir à la question de la santé. Je n'ai pas assisté à toute l'audience. Je ne suis pas membre de la commission. Je suis allé pour la question de la santé. Mais quand je regarde tout ça, il y a un enjeu en particulier qui me titille, Madame la Présidente, l'enjeu de la financière agricole. Moi, je suis un député en milieu rural, comme vous, Madame la Présidente, une grande partie de votre circonscription qui est rurale. Et ce sont des enjeux, quand on parle de la santé de nos agriculteurs, comme on en a parlé cette semaine, on a parlé de la santé mentale de nos agriculteurs. Quand on voit un rapport comme celui-là qui dit « la financière démontre beaucoup de transparence », très bien, ça fait plaisir à la vérificatrice générale. Le rapport de gestion est exhaustif, malgré qu'il n'y aurait pas nécessairement d'obligation légale de l'être. Très bien, je suis certain que la vérificatrice générale, cette grande défendresse de la transparence, y trouve son compte. Et, jusqu'à un certain point, le citoyen trouve son compte. Mais l'agriculteur, lui, ce qui l'intéresse, c'est le point, disons, qui est le plus négatif dans le rapport qui nous a été déposé. C'est-à-dire, il y a une augmentation des plaintes, notamment en lien avec le programme d'assurance récolte, et ce, malgré que le surplus cumulé au sein des fonds propres est de 658 millions. Ça veut dire, Madame la Présidente, que les agriculteurs n'y trouvent pas leur compte et que les agriculteurs trouvent ça difficile de se faire rembourser, de se faire compenser pour une récolte, pour une saison qui, bien malgré eux, bien malgré tous leurs efforts, bien malgré toute leur meilleure volonté, bien malgré leur travail acharné, malgré qu'ils se lèvent de bonne heure le matin, qu'ils se couchent tard le soir puis qu'ils travaillent sur la ferme de A à Z, Madame la Présidente, ils trouvent que la financière agricole ne marche pas jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Quand on dit augmentation des plaintes, c'est ça que ça veut dire. Et quand on parle, comme le ministre de l'Agriculture l'a fait cette semaine, avec grande éloquence, quand on parle de la santé mentale des agriculteurs, bien, c'est des choses comme ça qui viennent les chercher. Des choses comme ça, quand ils se disent « bien, j'ai fait tout ce que je pouvais faire cette année. La météo était difficile, les conditions étaient difficiles. Chez nous, ça n'a pas marché comme qu'on voulait. On avait des bons espoirs pour cette année. Peut-être que l'année passée aussi était difficile. Ça arrive, ça. » Et là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas l'aide qu'ils voulaient avoir, que le programme est, disons, mal adapté peut-être, que leur demande a été maltraitée. Peu importe la raison de la plainte, et il y en a plusieurs, il faudra les analyser. J'encourage le ministre de l'Agriculture à le faire. Mais c'est des choses comme ça
qui atteignent la santé mentale de nos agriculteurs. La difficulté des programmes gouvernementaux, que ce soit la financière agricole, que ce soit la Commission de protection du territoire agricole des fois, que ce soit le ministère de l'Environnement. Vous les connaissez, vous connaissez les doléances des agriculteurs, vous savez exactement ce qu'ils ont en tête quand ils viennent voir comme députés, mais ça en fait partie, puis c'est une des choses qu'il faudra absolument regarder du côté du gouvernement. Maintenant, côté santé, Madame la Présidente. J'écoutais le député de Port-Neuf. Il nous a fait état, disons, des constats qui ont été faits, et des chiffres qu'on a pu discuter avec le sous-ministre en titre à la Santé. Les chiffres qui nous ont été rapportés, Madame la Présidente, sont à l'effet qu'au 31 mars 2018, c'est vrai, il le disait, il y a 6,8 % de la population active qui travaille dans le réseau. Il y a 117 000 infirmières auxiliaires et préposées aux bénéficiaires. 117 000. Ce matin, Madame la Présidente, on vous a parlé du besoin de 28 000 infirmières dans le réseau au cours des 5 prochaines années. 28 000 infirmières et de 33 000 préposés. 28 000 et 33 000, c'est en haut de 60 000. Dans les 5 prochaines années, il faudra recruter et réussir à retenir dans le réseau. Là. Réussir à les garder dans le réseau. C'est peut-être pas comme ça ailleurs, mais chez nous, dans ma région, c'est ça le principal enjeu. Alors, 60 000 personnes qui doivent devenir infirmières, qui doivent devenir préposées aux bénéficiaires dans les 5 prochaines années, alors qu'en ce moment, il y en a 117 000 dans le réseau. Il faut aller chercher 50 % de ce qu'on a déjà dans le réseau au cours des 5 prochaines années. Si ça ne vous frappe pas comme chiffre, si ça ne vous parle pas de l'ampleur du défi, si ça ne vient pas vous chercher en disant « Oh, on peut bien construire des bâtiments, que ce soit un nouvel hôpital, que ce soit un annexe, que ce soit peu importe, on peut bien construire des nouveaux bâtiments, on peut bien avoir la meilleure infrastructure au monde dedans. » Et c'est important de le faire. Mais si on n'a pas les travailleurs, si on n'a pas les infirmières, si on n'a pas les préposés aux bénéficiaires pour prendre soin de notre population, bien, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La population, elle est vieillissante. La population, elle va avoir besoin davantage de soins. Puis on a besoin de 60 000 professionnels, 60 000 infirmières préposées. Là, je ne vous parle pas des pharmaciens, des psychologues, des médecins, tout le reste. Là, je vous parle juste de ces 2 professions-là. Il y en a 117 000 dans le réseau en ce moment. On a besoin d'un autre 60 000 dans les prochaines années. C'est énorme comme défi. Et quand on met le constat que les fonctionnaires, que les gens du ministère de la Santé nous donnent, en comparaison avec ce qu'on a entendu la dernière semaine, c'est-à-dire la ministre de la Santé a un plan secret. Ça, c'est le titre qui était dans le Devoir la semaine dernière. Quand on compare ça aux résultats de la demande d'accès à l'information de ma collègue de Fabre, qui tient sur une page. Ma collègue de Fabre a demandé « C'est quoi votre plan pour la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé? » On a besoin de 60 000 personnes, on a besoin de 50 % de l'effectif actuel, infirmières préposées aux bénéficiaires. Une page. Une simple page. C'est ce qu'on a eu comme résultat, c'est ce que la députée de Fabre. C'est pas ça qu'elle voulait. Elle n'était pas contente d'avoir une page. Elle voulait pas mal plus que ça. On s'attendait à une liasse de documents. On s'attendait à un plan précis, un plan concret pour nous dire, dans chaque région, ici, on a de la misère avec les préposés. Ici, on a de la misère avec le recrutement d'infirmières. Dans ma région, chez nous, je m'attendais à voir, oui, on a des problèmes d'attractivité, parce que l'Ontario a un meilleur salaire. Je sais qu'ils le savent en face. Ils l'ont promis en campagne électorale de régler cet enjeu-là. Mais, Madame la Présidente, on a un enjeu d'attractivité et on a un enjeu de rétention spécifique à l'Outaouais. Toutes les régions ont des enjeux qui sont un peu différents. Une page, ça ne vient pas combler les attentes des Québécois, des patients, des patientes, des gens qui se disent « j'ai pas le service que je veux dans mon hôpital », des gens qui se disent « mes parents n'ont pas le service auquel ils ont droit dans leur CHSLD ». Une page, Madame la Présidente, en lien avec un manque d'effectifs de 60 000 personnes, c'est une réponse infiniment réductrice et je ne peux pas croire que le gouvernement n'a pas quelque chose de mieux à déposer. La ministre de la Santé nous a dit cette semaine, vous allez avoir d'ici la fin de la semaine un plan complet. Et il y a du monde qui ont dû travailler fort en fin de semaine au ministère de la Santé. Hein? Il y a du monde qui n'ont pas dû avoir grand fin de semaine juste pour eux. Ils ont dû faire pas mal de temps supplémentaire. Pas autant que les infirmières, par exemple.
Pas autant que les infirmières qui, elles, sont obligées de faire du temps supplémentaire. Elles arrivent au bureau puis elles ne savent pas quand est-ce qu'elles vont quitter. Mais en fin de semaine, au ministère de la Santé, il y a du monde qui ont travaillé en overtime. J'espère qu'ils vont être payés temps et demi puis j'espère qu'ils vont être capables de pondre un plan pas mal mieux que celui-là, Mme la Présidente. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur le député de Rivière-du-Loup-Témiscamingue. Merci, Madame la Présidente. Laissez-moi maintenant revenir avec quelques notes pour vous parler du chapitre de ce 40e rapport sur l'imputabilité de la Commission de l'administration publique qui a débuté le 9 octobre avec une révision sur les reprises informatiques et sur les contrats en technologie de l'information. Le concept de reprise informatique fait référence principalement aux procédures mises en place pour adresser rapidement et efficacement le réseau d'ordinateurs d'un organisme en cas de cataclysme ou d'attaque. Les ministères doivent donc nécessairement élaborer un plan de reprise informatique pour chacun des systèmes d'information qu'ils considèrent comme essentiels à la réalisation de leur mission, et ce, afin de pouvoir les rétablir dans un délai acceptable en cas de sinistre. D'ailleurs, selon le cadre de référence sur la continuité des services essentiels dans la fonction publique, entré en vigueur en juin 2017, chaque ministère et organisme assujetti à la loi sur la fonction publique doit se doter d'un plan de continuité des services essentiels et le retenir à jour. Dans l'audit de la performance reprise informatique du vérificateur général du Québec, déposé en mai 2018, celui-ci avait pour but de s'assurer, premièrement, que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et des centres de services partagés du Québec prennent les mesures nécessaires pour répondre aux risques d'interruption de services pouvant affecter la disponibilité des systèmes d'information que le MTESS juge critique. Deuxièmement, Madame la Présidente, le secrétaire du Conseil du Trésor apporte un encadrement et un soutien appropriés en matière de reprise informatique aux ministères et organismes assujettis à la loi sur l'administration publique. Les principaux constats qui ont été faits, c'est que le MTESS n'a pas réalisé d'analyse complète de l'impact et des risques liés à la non-disponibilité des systèmes d'information et à leur interdépendance. Certains des systèmes appuyant les services essentiels ne font pas l'objet d'un plan de reprise informatique. Depuis 2014-2015, la moitié des essais portant sur le plan de reprise informatique relative à la plateforme centrale a été annulée. La haute direction n'effectue pas de suivi des plans de reprise informatique. Et finalement, les documents d'encadrement du SCT ne sont pas assez précis quant à l'importance et au rôle des plans de reprise informatique à l'intérieur d'un processus global de gestion en continuité des services. Le vérificateur général formulait donc des recommandations, dont spécifiquement 3 s'adressaient au secrétariat du Conseil du Trésor. Premièrement, préciser le contenu des documents d'encadrement concernant la reprise informatique dans le cadre de la gestion de la continuité des services. 2. Inclure dans la vision globale des ressources informationnelles qu'ils doivent être développés et l'enjeu qui en découle. 3. Se doter des moyens les plus pertinents d'apprécier dans quelle mesure les plans de reprise informatique des ministères et organismes répondent aux besoins déterminés de leur plan de continuité de service. 5 septembre 2018, le CSPQ a transmis un plan d'action à la Commission de l'administration publique pour que le vérificateur général du Québec ait indiqué que la mise en œuvre de ces actions répondrait à ces recommandations. Ainsi, il en découlait 7 actions qui sont prévues pour corriger les lacunes soulevées par le vérificateur général. Lors de l'audition, donc, nous avons eu l'occasion de poser nos questions à M. Rochette
principalement sur les services d'infrastructure et de solutions d'affaires du CSPQ, et Mme Brigitte Pelletier, la sous-ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, en plus du secrétaire du Conseil du Trésor, M. Éric Ducharme. Ce dernier nous a informé qu'une politique de la sécurité de l'information allait venir bientôt. C'est une excellente nouvelle en soi, et bien sûr, nous avons exprimé d'obtenir des détails sur son implantation et le mot « bientôt ». Pour la reprise informatique, le secrétaire du Conseil du Trésor sait qui fait les plans, mais ne les possède pas pour tous les ministères. Ce manque d'archivage nous a paru étrange. Il faudrait instaurer un suivi sur la collecte des données. D'ailleurs, il fut aussi surprenant d'entendre que 20 des programmes du MTE-SS n'ont pas encore de plan de reprise informatique. Comme à chaque fois, nous avons constaté que le vérificateur général du Québec doit disposer de ressources supplémentaires pour effectuer son travail convenablement et produire à terme des enquêtes de réalité pour ne pas surmener les troubles. Plusieurs enjeux, Madame la Présidente, importants ont été également soulevés, dont les impacts sur la cybersécurité. Il va de soi que dans notre ère numérique, nous sommes de plus en plus vulnérables face aux hackers à grande échelle. Nous ne sommes jamais trop prudents avec les données personnelles des Québécois et des Québécoises, et l'administration publique se doit d'être un modèle à suivre en la matière. Des questions furent également posées par mes collègues à propos de la main-d'œuvre concrète dans les ministères et organismes et le contrôle qu'en fait le secrétariat du Trésor. Autour du CSPQ, plusieurs inquiétudes furent relevées au niveau des efforts d'internationalisation des effectifs afin d'éviter notamment une fuite des cerveaux. Pour ce qui est de l'octroi des contrats en technologie de l'information, la question des pénalités pour ceux qui ne respectent pas les règles établies est revenue plusieurs fois. Les résultats étant mitigés, nous sommes un peu restés sur notre faim devant les explications attendues. Certains soumissionnaires semblent avoir compris comment jouer la game en se faufilant entre les règles pour ne pas avoir de pénalité. Les premières remarques du vérificateur général au chapitre des contrats datent de 2015. Et 4 ans plus tard, il y a encore des points à améliorer. Ce sont des longs délais qui méritent d'être soulignés. C'est pourquoi nous recommandons formellement que le vérificateur général transmette annuellement à la Commission les résultats commentés du suivi des recommandations formulées dans l'audit. De plus, nous avons fait une demande au vérificateur. La liste des ministères et organismes publics considérés comme les plus grands donneurs d'ouvrages à contrat de technologie de l'information au cours des dernières années. Des documents nous furent donc transmis le 22 novembre afin d'acquiescer à cette demande. Alors, nous avons ici nos demandes, le suivi des demandes que nous avons faites. Ainsi, obtenu une copie du tableau représentant les ministères et organismes réputés d'avoir attribué des contrats dont la valeur totale est plus de 20 millions de dollars. Nous parlons ici de logiciels, de systèmes informatiques ou de services professionnels, par exemple, en 2014 et 2018. Sans grande surprise, le Centre de services partagés du Québec occupe le premier rang avec 626 contrats qui possèdent ensemble une valeur frôlant le 1,5 milliard de dollars. Ça fait une moyenne de 2,3 millions par contrat lors des 4 années. Au deuxième rang, cependant, figure la Société de l'assurance automobile du Québec, qui peut représenter une centaine. Surprise d'être aussi haut dans la liste. La SAQ trônait même au sommet pour l'année 2018 lorsqu'elle avait enregistré une moyenne de 12 millions par contrat de nature informatique. L'année dernière, le demi-milliard de dollars qu'elle a octroyé dans ce type de déboursement représentait plus du tiers de toutes les dépenses de tous les ministères et organismes du Québec dans cette catégorie de frais. Quand nous nous y attardons rapidement, il semblerait que la raison pour laquelle la SAC a dépensé autant d'argent récemment en services professionnels
soit pour l'acquisition de matériel, de logiciels informatiques, serait la modernisation des ressources. Nous pouvons lire sur le site Web. La SAC a mis sur pied un vaste chantier nommé CASA, dont l'objectif est d'améliorer l'expérience client et la performance de l'organisation. Le succès de cette modernisation passe par l'implantation du logiciel de gestion intégrée de SAP. Ultimement, les citoyens auront donc accès à un dossier client ainsi qu'à toute une gamme de nouveaux services en ligne répondant aux besoins cessants évoluants. Un certain archaïsme avait été noté dans le système en place depuis des années et cette désuétude avait poussé la SAC à investir massivement dans ce nouveau carrefour des services d'affaires. Certains problèmes ont déjà été rapportés par les médias et il serait sans doute pertinent que nous regardions un œil également sur l'ensemble de ce méga-projet. Vous voyez, Madame la Présidente, c'est à ça que la Commission d'administration publique sert, entre autres. C'est évidemment que les élus ne peuvent pas tout capter à la lecture d'un rapport de gestion, mais les audits particuliers effectués par le vérificateur général du Québec et les synthèses produites par le service de recherche de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale nous sont d'une précieuse aide afin de tenter d'y voir plus clair. Dans ce cas, l'audition du CSPQ nous a permis, grâce aux chiffres obtenus par le vérificateur général et le suivi fait avec précision, de comprendre comment la réalité est affectée par les décisions administratives. Du coup, cette liste dont je viens de vous parler, des principaux tops de ministères et organismes, sont dépensés énormément en contrats informatiques et nous l'avons obtenu grâce à ces gens-là. Conclusion, c'est que pour ceux qui n'ont jamais assisté ou visionné une audition de la CAP, laissez-moi vous dire que rien n'est réellement tracé d'avance. Nous avons une liste de questions, des sujets, des pistes, des réflexions que nous préparons en amont, mais rendues en direct devant les témoins, les discussions bifurquent selon les teneurs des réponses entendues. Il se peut que nous pensions explorer un sujet particulier alors qu'au final, avec les collègues, nous décidons de revenir sur un point particulier qui nous aurait accroché un peu plus durant les échanges. Il a été mentionné à un moment donné qu'il serait pertinent que la Commission obtienne cette liste des autres organismes alors que l'audition en tant que telle traiterait du CSPQ. C'est qu'en explorant la façon de faire des dirigeants d'un organisme particulier, nous comprenons ce que d'autres ont fait de bien ou moins ailleurs. Cela fait naître des questions dans nos esprits et qui nous permettent d'effectuer des liens lors des prochaines auditions et peut-être dans un secteur de l'administration publique très différent que celui qui était en audition au moment où la question nous est parvenue. Le principe premier d'une administration gouvernementale, selon nous, c'est l'efficience. Par contre, il faut toujours faire confiance à ceux qui sont en contrôle. Il serait contre-productif de constamment embaucher quelqu'un pour vérifier le travail de l'autre et quelqu'un d'autre pour vérifier le travail de l'autre et ainsi de suite. Une fois que l'administration délègue à un haut dirigeant comme un sous-ministre ou un directeur général les règnes d'un ministère ou d'un organisme, nous faisons le pari de lui faire confiance pour gérer adéquatement. Les élus de la Commission ne sont pas des supérieurs hiérarchiques, ni des fonctionnaires. Ils n'ont pas de compte à nous rendre et à nous parler proprement. Nous sommes là pour représenter le peuple québécois. Nous sommes, par contre, habilités à poser autant de questions qu'on veut concernant leur philosophie de gouvernance. C'est là qu'il est notre rôle. Ceci peut passer par des questions qui ne touchent pas particulièrement des résultats quantitatifs, comme par exemple les conséquences générales de la mise en œuvre d'un projet de loi quelconque. Ou, au contraire, nous pouvons décider de questionner très précisément un sous-ministre sur le manquement par un point, par un pourcentage, par une cible inscrite ou par un plan stratégique.
Notre rôle se veut beaucoup plus large qu'un seul mandat de vérifier des livres comptables d'un organisme donné. Aucune formation d'auditeur ou de fiscaliste n'est requise pour siéger sur cette commission. C'est normal, nous représentons les citoyens et nous devons travailler avec notre gros bon sens. Ce réflexe, nous devons faire confiance à notre instinct. Souvent, le comptable peut ne plus avoir beaucoup cette réaction devant des états financiers fiscaux décevants, car il a appris, devant les chiffres, à rester neutre. Cela constitue sans doute un avantage pour notre initié, parce que nous sommes encore capables d'avoir des sentiments, de prendre des positions sur des chiffres ou des positions qui peuvent nous apparaître au départ froids. Alors, je suis finalement d'avis que cela renforce le modèle, les démarches que nous faisons, et nous allons continuer de le faire avec beaucoup d'intérêt. Merci, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur le député de Chapleau, Donc, comme vous le savez fort probablement, je suis tout nouveau sur la commission de l'administration publique, mais je suis bien heureux d'avoir été nommé à cette commission-là. Je reconnais toute l'importance du rôle du contrôleur, du député, également tout le rôle de la rémission de comptes des ministères et de tous les organismes publics qui viennent à la commission de l'administration publique. J'ai d'ailleurs eu l'occasion à l'Université d'Ottawa d'étudier en administration publique, donc je peux mettre en pratique mes apprentissages. Et donc, j'aimerais peut-être aborder la seconde partie du chapitre 4 du rapport auquel, en fait, nous nous attardons en cette douce soirée, soit l'analyse et l'examen du 19 novembre dernier de la gestion administrative de certains ministères et certains organismes, en prévision d'une séance de travail de la Commission de l'administration publique portant justement sur l'examen des rapports annuels de gestion. Un document nous avait été préparé par les services de recherche de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale et il nous avait été également présenté le 19 novembre 2019 aux membres de notre commission. Ce document se voulait une synthèse de l'analyse de la performance des rapports annuels de gestion 2018 et 2019 de 4 organismes et ministères de la fonction publique québécoise. Donc, on pouvait parler du Bureau des enquêtes indépendantes, donc le BEI, également la Commission de la fonction publique, la Commission des transports du Québec, le ministère de la Culture et des Communications. Et je me proposais peut-être de faire, pour chaque entité, ressortir quelques points saillants qu'on pourrait retrouver là, donc, dans ce rapport. Donc, pour ce qui est du Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI, la directrice, comme vous le savez, c'est Maître Madeleine Guilloc. Et donc, le plan stratégique du Bureau des enquêtes indépendantes était somme toute assez élémentaire, ce qui semblait assez normal aussi pour une nouvelle organisation qui voulait se faire connaître du public, du grand public. Il y a une certaine nécessité de s'organiser à l'interne, les enquêteurs provenant d'horizons différents. L'objectif à long terme, c'était donc de limiter le nombre de policiers de l'externe pour les former à l'interne. Au niveau de l'atteinte des objectifs, le plan est sur une durée de 2 ans, donc on peut voir. Donc, comme nous avons pu le constater, le nombre de dossiers ayant mené à une condamnation est de 0 pour le moment. Certains collègues voudraient évidemment que la commission fasse venir en audition le bureau d'enquête indépendant le plus vite possible. Ceci démontre que nous prenons l'exercice de la commission très au sérieux, puisque certains chiffres nous semblent difficiles à comprendre. Donc, on pourrait se questionner, est-ce que ça témoignait d'une mauvaise gestion administrative? A priori, personnellement, je croyais que non. Il n'y a pas nécessairement de corrélation entre les deux. Il semblerait que des poursuites criminelles n'ont pas encore été envisagées pour des motifs qui sont les leurs. Et le BEI ne possède pas de chiffres planchers pour un nombre d'enquêtes. Évidemment, on laisse les enquêteurs faire leur travail. Et nous laissons également la chance aux coureurs pour l'instant, mais une convocation future ne serait pas nécessairement écartée et ce sera à la discrétion des membres de la Commission d'administration publique, dont je suis membre. La première déclaration de service aux citoyens du Bureau a été rendue publique en mars 2019. L'extension du mandat du BEI a entraîné une hausse des effectifs, donc soit de 20 à 45 nouveaux enquêteurs aux emplois supérieurs, et le budget alloué a suivi cette augmentation des effectifs. Donc, tel que mentionné, en ce qui a trait à sa gestion administrative à proprement parler, il n'y aurait pas vraiment de raison de convoquer le BEI en audition, mais il est encore tôt, très tôt pour le dire avec toute la certitude. Donc maintenant, si on va du côté de la Commission de la fonction publique, donc la fameuse CFP,
Donc, comme vous le savez, Madame la Présidente, dans le fond, la Présidente est Maître Hélène Fréchette jusqu'à la fin de l'année 2021. Et la CFP possède des orientations assez claires qui facilitent la compréhension des objectifs et des résultats. Ce sont des enjeux présentés de manière transparente, dont une section qui est dévolue à la présentation des résultats davantage opérationnels. Il y a néanmoins une lourdeur associée à la loi sur la fonction publique, faisant en sorte que certains organismes essaient de la contourner. Donc, les directions de ressources humaines interrogées ne connaissaient pas le rôle de la CFP. Il y a également de hauts taux de départ volontaires qui sont observés année après année, et ça semble être un point assez négatif pour la CFP. La Commission a atteint 81 de ses cibles qu'elle s'était fixées. Cette année fut la dernière année du plan stratégique et comparée avec le plan de 2015-2019, une amélioration de la qualité générale a été observée dans le nouveau plan stratégique 2019-2023. Ce dernier respecte en intégralité les bonnes pratiques mises de l'avant par le Conseil du Trésor avec des indicateurs de résultats de qualité. De nouveaux éléments de satisfaction seront intégrés au nouveau plan qui n'iront pas, bien entendu, biaiser la cote qui a été obtenue. Au niveau de la surveillance, la CFP avait 10 mandats de vérification, 287 demandes d'enquête et 372 demandes d'enquête à l'initiative de la Commission. Pour la portion du tribunal, 169 recours ont été déposés, 9 séances de médiation ont été tenues et 45 dossiers ont été fermés par décision. Un objectif du plan stratégique qui n'a pas été atteint est celui de la modernisation des systèmes de gestion de l'information. L'étude préliminaire qui devait suivre l'étude d'opportunité a été annulée car, je cite, « Il a plutôt été décidé de reprendre et d'adapter certaines fonctionnalités du nouveau système informatique du greffe des tribunaux d'arbitrage de la fonction publique une fois que celui-ci sera implanté. » Fin de la citation. La date du 31 mars 2019 a dû être reportée puisque ce système n'a été livré qu'en décembre 2018. L'objectif numéro 12 du plan, soit améliorer la qualité de vie au travail, tente de mesurer la mobilisation du personnel avec une cible de 80 % et un résultat de 78 %, donc un écart de 2 %, ce qui est quand même marginal. Peu d'organisations utilisent évidemment ce moyen pour apprécier leur climat de travail. Ceci est particulier, mais est le bienvenu et même intéressant pour les différents membres de la Commission d'administration publique, ce que nous avons déterminé. Le taux de départ volontaire se chiffre à 17,5 %, au-dessus des 13,3 % de la fonction publique en général, mais une amélioration par rapport à l'année précédente a été observée. Donc, on peut regarder vers l'avenir et estimer que ça pourrait être positif. Selon le rapport, cette situation s'expliquerait en partie par les faibles possibilités d'avancement et de cheminement de carrière qu'offrent les petites organisations comme la CFP. Nous pouvons nous demander si ces départs seraient liés à la gestion ou si la structure administrative est plutôt à blâmer. Il y a eu 6 nouvelles personnes embauchées, donc 1 personne à temps plein et 5 en personne occasionnelle. Mais aucune ne faisait partie de minorités visibles. La cible gouvernementale de représentativité des membres des minorités visibles au sein de l'effectif régulier de chaque ministère ou organisme est de 18 % au 31 mars 2023, et ce, bien entendu, en respectant les différences régionales. De plus, la Commission serait le seul tribunal administratif ou organisme de surveillance à mener des sondages auprès de ses clientèles. À première vue, il ne semblerait pas y avoir de raison pertinente pour convoquer la CFP en audition à la Commission de l'administration publique, étant donné leurs relativement bons résultats. Mais comme pour les autres entités, on en discutera en séance de travail et nous réservons notre décision finale. Maintenant, on pourrait peut-être passer à la Commission des transports du Québec, dont la présidente est Mme France Boucher. L'année 2018-2019, donc première année de mise en œuvre du plan stratégique 2018-2023 de la Commission des transports, a été marquée par des travaux susceptibles de produire d'importants changements dans différents secteurs de transport dans lesquels la Commission intervient, dont les taxis et l'évaluation de véhicules lourds. On ne peut pas encore se prononcer sur la performance d'atteindre des cibles du plan stratégique, car il est un peu trop tôt. En ce qui a trait à la qualité de service aux citoyens, il n'y a qu'un seul engagement pour lequel la cible n'est pas atteinte et que le résultat s'avère insatisfaisant, moins de 90 %. À propos de ce dernier, soit, et je cite, « prendre votre appel en 3 minutes ou moins », la Commission précise que, à la suite du dépôt du projet de loi numéro 17, elle a reçu un très grand nombre d'appels de titulaires de permis de propriétaires de taxis. Depuis les 3 dernières années, le protecteur du citoyen n'a reçu aucune plainte fondée à propos de la Commission. Les ressources informationnelles ont été bien utilisées. Le seul grand aspect à améliorer se situerait au niveau des efforts pour atteindre la cible d'embauche annuelle des membres des groupes cibles et celle établie pour 2023, en regard au taux de représentativité des membres des minorités visibles dans la région de la capitale nationale. Au-delà de cela, il n'y a rien à signaler en vue d'une audition future, mais
comme nous avons discuté pour les autres entités, les autres organismes, nous réservons notre jugement suite à analyse et discussion avec les membres de la Commission d'administration publique. Maintenant, pour ce qui est du ministère de la Culture et des Communications, la sous-ministre est Mme Marie Gendron. L'organigramme a d'ailleurs été mis à jour le 4 novembre 2019 avec l'ajout du secrétariat de la promotion de la culture québécoise. La Commission avait auparavant demandé un compte-rendu des faits saillants de l'intégration de la Régie du cinéma dans son 35e rapport, au lieu de le faire passer par le MCC en audition. Il y a eu l'année dernière le lancement de la nouvelle politique culturelle, Partout la culture, et le plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023. L'année 2018-2019 a amorcé la réalisation du plan stratégique 2018-2021 qui comporte 13 objectifs, répartis selon 4 orientations. Au-delà de ces chiffres, il demeure difficile d'apprécier la performance du ministère en général, et ce principalement en raison de la nature de la plupart des indicateurs retenus. Je vais vous lire un extrait du document fourni aux fins d'analyse. Donc, j'ouvre la citation. Dans la section « Résultats détaillés du rapport », le niveau d'information ou d'explication fourni est variable, mais les renseignements sont le plus souvent réduits au minimum. Il est par exemple indiqué qu'un certain nombre de projets, d'actions, d'initiatives ou d'ententes ont été conclus, sans plus. Cette information est plus ou moins éclairante pour comprendre le résultat et l'ampleur des efforts déployés par le ministère. L'objectif 4 du plan stratégique nous soit susciter l'adoption de pratiques exemplaires au sein de l'État québécois est flou. La cible à atteindre est de rencontrer 10 ministères d'ici le 31 mars 2021. Le lien entre l'indicateur et la performance reste à établir dans ce cas-ci. Par ailleurs, les dépenses probables sont de 741,1 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 28,5 millions de dollars par rapport aux dépenses réelles de l'année précédente. Le ministère de la Culture et des Communications explique cette variation par une bonification exceptionnelle en 2017-2018 des programmes d'aide afin de financer de nouvelles initiatives. Une reddition de comptes plus ou moins éclairante à propos de l'action du ministère de la Culture et de la Communication est offerte par le rapport annuel de gestion. Les pratiques de gestion de ce ministère paraissent peu orientées vers l'application des principes d'une gestion axée sur les résultats. Ceci laisse une possibilité d'éclaircissement lors d'une audition future à la Commission, si les membres jugeaient nécessaire, bien entendu, d'avoir une telle séance de travail, de convoquer le ministère. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui. J'aimerais que l'on nous indique le temps restant du gouvernement. Oui. Alors, il vous restait 29 secondes. Maintenant, 1 minute 6 avec le temps non... Donc, 1 minute 6 plus 29. Donc Non, 1 minute 6 en tout, monsieur. Pardon? 1 minute 6 en tout. 1 minute 6 en tout. Parfait. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, pour clore ce débat, j'aimerais nous laisser, après ces 2 heures de débat, sur un message extrêmement important. La commission, la CAP, la commission qui est chargée de veiller à la commission de l'administration publique à la saine administration des deniers publics. Veiller, c'est une commission dont la présidence est accordée et donnée en responsabilité à un député nécessairement de l'opposition officielle et auquel cas au collègue de Robert Baldwin. Je fais mien les propos qu'il a tenus dans le contexte de ce débat-là, tout comme les propos tenus par mon collègue de Pontiac. Et je lance un appel, Madame la Présidente. Sous la 41e législature, la Commission de l'administration publique siégeait entre 6 et 7 fois par session parlementaire. Et sous la 42e, les poids et contrepoids sont moins rigoureux. Elles ne siègent que 3 fois en moyenne. Alors, la moitié moins que sous la 41e législature. Madame la Présidente, c'est un message qu'on lance aux leaders du gouvernement de libérer du temps de députés pour que les députés puissent veiller à la saine administration. Merci. Merci, Monsieur le député. Donc, c'est ce qui termine notre débat sur le rapport de la Commission de l'administration publique. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Appelez l'article 24. On va terminer juste avec... Donc, on peut l'appeler tout de suite? OK, bon, je vais l'appeler tout de suite alors. Parfait. Non, exactement. Alors, vous m'avez dit quel article du feuilleton, monsieur le... L'article 24 du feuilleton, Parfait. Madame la Présidente. Alors, à l'article 24 du feuilleton, l'Assemblée prend en considération le rapport de la Commission de l'aménagement du territoire sur le projet de loi numéro 16, loi visant principalement l'encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise.
le remplacement de la dénomination de la Régie du logement et l'amélioration de ses règles de fonctionnement et modifiant la loi sur la Société d'habitation du Québec et diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, ainsi que les aménagements transmis en vertu de l'article 252 du règlement par Mme la députée d'Anjou-Louis-Riel et par Monsieur le député de Laurier-Dorion. Les amendements présentés par Monsieur le député d'Anjou-Louis-Riel sont déclarés recevables. Oui. Oui, Madame la députée. Ah, j'ai dit monsieur. Ah, bien, je m'excuse. Alors, Madame la députée, bien sûr. Par contre, les deux amendements du député de Laurier-Dorion sont déclarés irrecevables. Le règlement prévoit que pour être recevables, les amendements doivent se rapporter à l'objet du projet de loi et ne peuvent aller à l'encontre de son principe ni en introduire un nouveau. Le premier des amendements du député de Laurier-Dorion modifie les attributions de la Régie du logement en y ajoutant la tenue d'un registre des loyers. Le second prévoit que la ministre impose un moratoire sur les évictions dans le secteur où le taux de logement disponible est de moins de 3 %. Donc, bien qu'elles soient liées au domaine de l'habitation de manière générale, les modifications proposées introduisent au projet de loi des éléments étrangers aux mesures qu'il contient. Y a-t-il des interventions sur ce rapport ou sur les amendements? Madame la ministre, la parole est à vous. Oui, alors merci Madame la Présidente. Alors évidemment, on a franchi une étape démocratique importante en complétant l'étude détaillée du projet de loi 16, loi visant principalement l'encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise, le remplacement de la dénomination de la Régie du logement et l'amélioration de ses règles de fonctionnement, et modifiant la loi sur la Régie du logement, la loi sur la Société d'habitation du Québec et diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, le plus long titre d'ailleurs. Alors, j'aimerais rappeler que j'ai présenté ce projet de loi le 3 avril dernier, 152 heures en commission parlementaire. J'ai gagné le plus grand nombre d'heures en commission parlementaire pour cette année, alors j'en suis très fière. Aussi, des échanges ont eu lieu lors des consultations particulières qui se sont tenues le 7, le 8, le 9 et le 13 mai. À cette occasion, 21 groupes ont été entendus. De plus, ce sont 55 mémoires qui ont été déposées. Nous avons adopté son principe le 16 mai, ce qui nous amène aujourd'hui à la prise en considération du rapport de la Commission de l'aménagement du territoire. J'aimerais d'ailleurs remercier les présidentes et les présidents de la Commission ainsi que tous les parlementaires qui ont pris part aux travaux des derniers mois qui se sont tenus du 29 mai au 27 septembre. Merci aussi à la députée de Verchères, qui était vice-présidente de la Commission lorsque nous avons commencé l'étude détaillée. Je profite également de l'occasion pour remercier les principaux acteurs du domaine de l'habitation et du milieu municipal, ainsi que les représentants des groupes qui ont fait part de leurs préoccupations. Vos commentaires fort pertinents ont été analysés et ont permis, dans certains cas, de bonifier le projet de loi. Enfin, je remercie les équipes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de la Société d'habitation du Québec et de la Régie du logement, de la Régie du bâtiment du Québec pour leur expertise et leur grand dévouement qui sont essentiels dans ce dossier. Vous savez, l'élaboration d'un tel projet de loi, ce n'est pas une mince affaire. Nous y avons investi des heures de travail, évidemment, mais malgré l'ampleur de ce dossier, la rigueur et le professionnalisme ont toujours été au cœur de notre démarche. De plus, mon équipe et moi sommes demeurés ouverts et à l'écoute. Nous avons travaillé en collaboration puisque c'est la meilleure manière que je connaisse pour donner aux Québécois les meilleurs projets de loi. J'aimerais donc faire un bref survol de ces dispositions. Je commencerai donc par le volet lié à la Régie du bâtiment du Québec. La principale mesure permettrait d'établir une certification reconnaissant qu'un inspecteur en bâtiment est qualifié et digne de confiance. Cette démarche répondrait à des demandes de citoyens, des organismes de protection du consommateur, du milieu de l'inspection en bâtiment et du courtage immobilier. Tous sont d'accord pour dire qu'il est primordial de garantir la qualification et la standardisation des pratiques dans le domaine de l'inspection des bâtiments afin de protéger les consommateurs et les acheteurs. Ainsi, la Régie du bâtiment du Québec pourrait donc déterminer les conditions et les modalités de reconnaissance relatives à la certification des inspecteurs en bâtiment.
Au niveau de la copropriété divise, le deuxième volet du projet concernant la copropriété divise, il s'agit de mesures qui étaient fort attendues puisque le parc des copropriétés divises représente 12 % des habitations sur tout le territoire et celui-ci se fait vieillissant. En effet, il aura bientôt 50 ans. Il était donc urgent d'agir puisque les travaux d'entretien, de rénovation et de mise aux normes s'accumulent. Pour plusieurs copropriétaires, l'investissement dans une copropriété représente souvent pour eux le plus grand engagement financier qu'ils prendront dans toute leur vie. Il fallait donc apporter des mesures permettant de mieux protéger cet investissement tout en préservant ce type d'habitation qui est de plus en plus privilégié au Québec. Comme vous le savez, le projet de loi obligerait donc, entre autres, les syndicats de copropriété de faire effectuer une étude afin d'évaluer les sommes à verser dans leur fonds de prévoyance. De plus, le montant des cotisations des copropriétaires devrait être fixé sur la base des recommandations de cette étude. Nous avons apporté des ajustements afin que le gouvernement puisse adopter un règlement prévoyant les moyens pouvant être utilisés pour protéger l'acompte devant être versé par les acheteurs aux promoteurs de copropriété. Au niveau de la Régie du logement, maintenant, en ce qui concerne la Régie du logement, nous pensons qu'il était nécessaire d'effectuer une importante réforme de son fonctionnement. Cette réforme répondrait notamment à un rapport publié en 2016 par le vérificateur général du Québec. Le processus de traitement des demandes doit, entre autres, être modernisé si nous voulons que les locataires et les locataires aient accès à des meilleurs services. Je souligne qu'environ 40 % des ménages québécois sont locataires. Je pense que les chiffres, évidemment, parlent d'eux-mêmes. Comme vous le savez, un nouveau nom est prévu pour la Régie afin que son véritable rôle soit bien représenté. Il s'appellerait désormais le Tribunal administratif du logement. Sans compter que des mesures financières ont été énoncées lors du plus récent budget afin d'embaucher plus de personnel, soit 10 nouveaux régisseurs et 30 nouveaux préposés. Grâce aux diverses dispositions, le fonctionnement du tribunal administratif du logement sera nettement plus efficace. En effet, le délai de traitement et inventaire des demandes sera diminué. Les remises d'audience seront réduites. La conciliation entre les locataires et les locataires sera favorisée, évidemment, et l'utilisation de la visioconférence sera optimisée. De plus, il était suggéré que les personnes dont l'âge ou l'état de santé le requièrent puissent être assistées lors d'une audience. Le pouvoir du tribunal à ce sujet a été précisé. C'est d'ailleurs une mesure dont je suis très fière. Au niveau de la Société d'habitation du Québec, passons à présent au volet de la Société d'habitation. D'emblée, je peux vous dire que je suis très heureuse du travail de concertation qui a été fait et qui a été mené à la proposition d'une nouvelle mesure pour enrayer la maltraitance et l'intimidation envers les locataires. Ainsi, les pouvoirs des administrateurs et des dirigeants d'un organisme d'habitation pourraient être suspendus si l'un d'entre eux posait des gestes de maltraitance ou d'intimidation envers un locataire ou un occupant de son immeuble. Nous considérons que la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal doit s'appliquer au régime de retraite des policiers de Montréal. Au niveau municipal, ainsi, ce projet de loi permettra de répondre à l'intention qu'avait le législateur lors de l'adoption de cette loi en décembre 2014. Notre gouvernement doit maintenir l'équité entre les policiers de la Ville de Montréal et les autres participants à des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal au Québec. Nous devons aussi protéger la capacité de payer, évidemment, des contribuables de la Ville de Montréal. Je terminerai en vous parlant de la mesure consistant à permettre aux municipalités de soutenir financièrement les propriétaires des résidences privées pour aînés. Nous pensons qu'il est primordial que les aînés aient accès à un environnement de vie sécuritaire où ils se sentent bien tout en demeurant le plus près possible de leurs proches et de leur communauté. C'est pour cette raison que nous avons élargi cette mesure. Les municipalités pourraient donc financer également ce type de projet à l'extérieur de leur territoire. Je conclurai évidemment, Madame la Présidente, je remercie tous les députés avec qui j'ai travaillé à la commission parlementaire sur ce projet de loi, et évidemment avec les oppositions, parfois longs, parfois de moments très, très longs, mais que j'ai bien appréciés en toute sincérité. Alors, je conclus, Madame la Présidente, que je souligne que le projet de loi 16 a été très bien accueilli par le public et par les groupes concernés. Certaines réformes étaient attendues depuis de nombreuses années. Le travail a été très, très bien fait.
Et en ce sens, je souhaite que nous puissions passer à son adoption dès que possible. Alors, je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Madame la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Maintenant, nous poursuivons avec Madame la députée d'Anjou-Louis-Riel. Merci, Madame la Présidente. Quel plaisir de prendre la parole au Salon Bleu pour l'adoption du rapport qui a été déposé, Madame la Présidente, concernant le projet de loi 16. Madame la Présidente, comme vous le savez, j'ai à peu près 30 minutes pour pouvoir m'exprimer sur le sujet. Je vous dis d'entrée de jeu, Madame la Présidente, que je vais probablement utiliser toutes les minutes parce que je considère que c'est un très gros projet de loi avec beaucoup d'articles, beaucoup de choses à dire également aussi, Madame la Présidente. Donc, je pense qu'on ne fera pas l'économie des quelques minutes qui sont à ma disposition. Madame la Présidente, d'entrée de jeu, vous allez me permettre de mentionner, et vous l'avez fait, que nous avons déposé 4 amendements. J'aurai l'occasion d'y revenir. Si ce n'est pas à cette étape-ci, ça sera à la prochaine étape, Madame la Présidente. 4 amendements qui sont fort importants et qui ont été jugés par la Présidence, évidemment. Tous recevables, Madame la Présidente, donc on aura l'occasion d'en parler. Vous savez, Madame la Présidente, le projet de loi numéro 16, ses origines, et je suis un peu surprise que la ministre n'ait pas parlé que le projet de loi numéro 16 a été en grande partie inspiré du projet de loi 401 qui avait été déposé par le précédent gouvernement, Madame la Présidente, dont j'étais la ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur au moment où la Chambre a été dissoute. Vous savez, Madame la Présidente, à l'intérieur du projet de loi 401, on y retrouvait l'encadrement des inspecteurs en bâtiment. On y retrouvait également, Madame la Présidente, l'encadrement au niveau de la copropriété avec des changements de fonds majeurs, Madame la Présidente. On retrouvait également des modifications très substantielles à la Régie du logement, Madame la Présidente. C'est vrai qu'on n'en faisait pas un tribunal, Madame la Présidente, mais quand même, il y avait plusieurs modifications qui étaient déposées à l'époque dans le projet de loi. Au niveau de la Société d'habitation du Québec, Madame la Présidente, vous allez, si vous prenez le projet de loi 401 et le projet de loi 16, vous allez rapidement vous apercevoir que ce qu'on a adopté dans le projet de loi 16 au niveau de la Société d'habitation du Québec, c'était intégralement ce qu'il y avait dans le projet de loi 401, donc la mesure pour contrer la maltraitance et l'intimidation envers les aînés, Madame la Présidente. Nonobstant tout ce que je viens de vous dire, Madame la Présidente, je pense que c'est important aussi de mentionner que la ministre, puisqu'elle s'occupe de l'habitation, a repris les volets qui étaient couverts par l'ancien projet de loi 401, donc le volet de l'inspection en bâtiment, le volet de la copropriété, le volet de la Régie du logement, ainsi que le volet de la Société d'habitation du Québec, Madame la Présidente. Je suis très heureuse de voir que la ministre, lorsqu'elle est arrivée, s'est approprié ce projet de loi-là. C'est bien, parfait, pas de problème, j'en suis. Je pense que c'est un projet de loi qui était fort important, comme la ministre a mentionné, que ce sont des réformes en profondeur qui ont été proposées. Mais c'est dommage qu'on ait oublié l'ancêtre du projet de loi 16, Madame la Présidente, et c'est avec beaucoup de fierté que je vous dis que le projet de loi 401 est l'ancêtre du projet de loi 16. Donc, vous allez me permettre, Madame la Présidente, de remercier tous les gens qui ont travaillé à l'époque au projet de loi 401, qui s'est traduit dans le projet de loi 16. Avec certaines modifications, Madame la Présidente, nous aurons amplement le temps de pouvoir en parler. Ne soyez pas inquiète, Madame la Présidente. La ministre, puisqu'elle porte 2 chapeaux, Madame la Présidente, vous avez vu que dans ce projet de loi, il y avait également plusieurs mesures qui touchaient le monde municipal, Madame la Présidente. Donc, nous, on a dit à plusieurs reprises, Madame la Présidente, que c'était un omnibus, donc un projet de loi où on met plusieurs mesures qui sont sous la responsabilité de la ministre, nous en convenons, Madame la Présidente, mais c'est pas comme si on a un petit projet de loi qui touche qu'un champ de compétences ou qu'une problématique particulière, Madame la Présidente. On avait devant nous vraiment un projet de loi très complexe, qui emmène des changements en profondeur, Madame la Présidente, dans beaucoup de façons de faire.
Donc, vous savez, Madame la Présidente, la ministre a dit qu'elle était très fière de dire qu'elle avait la palme de la quantité d'heures à cette session-ci, Madame la Présidente. Permettez-moi de féliciter l'équipe de députés des oppositions, particulièrement mes collègues qui ont travaillé aussi à poser des questions, à déposer des amendements, déposer des sous-amendements, Madame la Présidente, qui ont, ma foi, je dirais, fort bien joué le jeu et aider à avoir un meilleur projet de loi, Madame la Présidente. Vous savez, Madame la Présidente, en commission, les parlementaires tentent d'arriver à la meilleure législation possible en déposant des amendements et en faisant réfléchir le ou la ministre qui dépose le projet de loi, mais souvent, les élus négocient les différents amendements afin d'avoir la loi la plus claire et pertinente possible. Madame la Présidente, je suis convaincue que tous les collègues députés seront en accord avec les propos que je viens de prononcer, d'autant plus que ces propos se retrouvent dans le livre « J'ai confiance » qui a été écrit par l'actuel leader du gouvernement, Madame la Présidente. Donc, évidemment, je sais que mes collègues sont en accord parfaitement avec la belle phrase que je viens de vous citer, Madame la Présidente. Mais vous savez, Madame la Présidente, qu'on a l'habitude de donner des exemples pour que les gens puissent comprendre vraiment ce qu'on fait. Bien, Madame la Présidente, je vais vous en donner, ça va me faire plaisir. Est-ce que vous savez, Madame la Présidente, que dans le projet de loi 16, il y avait 147 articles qui touchaient l'inspection en bâtiment, la copropriété, la Régie du logement, la Société d'habitation du Québec et la matière municipale. 5 gros sujets, tous les plus importants, les uns que les autres, Madame la Présidente. Donc, dans les 147 articles, parce que je pense que c'est important de le dire, Madame la Présidente, 23 articles touchaient la Régie du bâtiment, où on vient parler pour la première fois de la nécessité d'encadrer les inspecteurs en bâtiment. Vous savez, Madame la Présidente, encadrer cette profession, ce métier, appelez-le comme vous voulez, je crois que c'est indispensable. Le bien le plus important, l'acquisition la plus importante d'une vie, c'est quoi, Madame la Présidente? L'achat d'une propriété. Madame la Présidente, encore faut-il que lorsqu'on a un coup de cœur et qu'on achète une maison, on puisse s'assurer de ne pas acheter un citron, mais une belle maison avec pas de surprise à la clé, Madame la Présidente. Parce que vous savez, comme moi, des fois, on va trouver que l'emballage est bien beau, mais quand on ouvre le paquet, on a des petites surprises. Puis on n'aime pas toujours ça. Bien, l'inspection des bâtiments, Madame la Présidente, ce que ça fait, c'est que ça permet de déceler les surprises potentielles qui se ramassent à gros signes de dollars en disant, bien, tu vas te ramasser avec 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 dollars et des fois plus de frais cachés parce qu'on n'a pas fait inspecter les maisons ou la maison qu'on s'apprête à acheter. Madame la Présidente, moi, je pense que l'encadrement des inspecteurs en bâtiment, c'est essentiel. À la différence que dans le projet de loi 401 et dans le projet de loi 16, nous, on obligeait l'inspection en bâtiment, Madame la Présidente, et la ministre a choisi de ne pas aller vers l'inspection obligatoire, Madame la Présidente. Et c'est pour ça que nous rapportons l'amendement ici où nous pouvons prévoir par règlement l'imposition de l'inspection. Mais, Madame la Présidente, je vais vous le lire, l'amendement, vous allez comprendre. La Régie peut, par règlement, obliger toute personne qui acquiert un bâtiment à le faire inspecter préalablement à l'achat par un inspecteur en bâtiment certifié. Ce règlement détermine dans quel cas une telle obligation s'applique, ainsi que les conditions et les modalités de celle-ci. Ce règlement détermine également les exemptions et les droits de renonciation et de retrait. La Régie peut, par règlement, déterminer progressivement des dates d'entrée en vigueur pour l'obligation d'inspecter un bâtiment. Ça veut dire quoi, ça, Madame la Présidente, pour ceux qui se demandent, la méchante députée libérale qui veut obliger les inspections en bâtiment? Ça veut dire, Madame la Présidente, que pour protéger les investissements des gens, ce qu'on dit, c'est que ça serait bien
qu'on vienne l'obliger, mais qu'on l'encadre par règlement. En faisant quoi, Madame la Présidente? En prévoyant des exceptions. Des exceptions comme quoi? Madame la Présidente, j'ai une maison qui vaut X milliers de dollars. Je décide que je la vends à mon fils pour un prix minime. On pourrait prévoir que mon fils pourrait ne pas faire, exemple, l'inspection, parce que c'est une transaction entre deux personnes d'une même famille. Un conjoint qui vend sa portion à l'autre conjoint, Madame la Présidente, c'est fréquent, ça se voit souvent. On pourrait faire en sorte qu'il y ait aussi des exceptions, Madame la Présidente. On pourrait prévoir un droit de retrait, en autant qu'on informe les gens. Vous avez la possibilité de faire inspecter, mais vous pouvez renoncer, Madame la Présidente, comme dans n'importe quel document qu'on peut signer. Les gens pourraient renoncer, pas de problème. On n'est pas obligé de l'obliger partout. Mais quand on renonce, Madame la Présidente, c'est qu'on vient de comprendre qu'on aurait pu faire inspecter, moyennant une somme d'argent, de trouver toutes les dépenses et les surprises, puis de s'assurer de ne pas en avoir. Vous savez, Madame la Présidente, moi, j'ai beaucoup de plaisir à prêcher par l'exemple. J'ai acheté une propriété cet été. J'ai vendu un condo, j'ai acheté une propriété. Ça me plante une place où demeurer. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai fait inspecter, Madame la Présidente. Savez-vous ce que ça a donné? J'ai pas fait baisser le prix parce que je l'avais déjà fait baisser avant. Mais je peux vous dire que quand j'ai eu mon rapport d'inspection, je me suis assise avec le propriétaire, puis je lui ai dit, bien, voici la liste de choses à faire. Et on va passer au travers. Vous prenez la responsabilité de plusieurs d'entre elles et je prends la responsabilité que je veux bien. Si on s'entend sur la liste, j'achète votre maison parce que mon achat, mon offre d'achat était conditionnelle à l'inspection. On s'est entendu. Mais Madame la Présidente, je peux-tu vous dire que j'ai sauvé des dizaines de milliers de dollars et des heures de plaisir à avoir des entrepreneurs dans ma maison aux frais de l'ancien propriétaire, Madame la Présidente? On a trouvé un terrain d'entente, mais on l'a fait à l'amiable, on l'a fait correctement, mais avec un rapport d'inspection. Madame la Présidente, je recommande à tout le monde, pour se protéger, de faire une inspection. Vous savez, quand tu as un coup de cœur pour une maison, si tu le sais que tu vas avoir des milliers de dollars de factures avec, tu as deux choix, Madame la Présidente. En fait, tu en as trois. Tu achètes et tu assumes la facture. Tu achètes, mais tu vas négocier une hypothèque en fonction de pouvoir faire les réparations puis la rendre à ton goût. Ou bien tu changes d'idée. Tu as une de trois solutions. Donc, l'encadrement d'inspection en bâtiment, Madame la Présidente, il faut d'abord travailler avec la Régie du bâtiment. On aura le plaisir de travailler avec les différents regroupements pour définir les heures de formation, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, les formulaires, bon, toute la technique et toute la poutine. Mais au-delà de tout ça, Madame la Présidente, il manque un petit bout. Et c'est pour ça qu'on revient avec un amendement, c'est de dire aux gens, bien, est-ce qu'on ne peut pas obliger, en prévoyant des droits de retrait pour ceux qui ne veulent pas la faire inspecter, ou certaines conditions, puis en le faisant par règlement, bien, ça te donne toute la marge de manœuvre que tu veux, puis tu n'es pas obligé d'ouvrir la loi. Donc, nous, on constate que ça vaut la peine. Et voilà pour la première portion. Il n'y a pas que ça, Madame la Présidente, là. Mais vous savez que sur les 23 amendements, ça, c'est important. Sur les 23 amendements, Madame la Présidente, il y en a eu 17 qui ont été rejetés. Sur les 23 articles, il y a eu 38 propositions d'amendements et de sous-amendements pour 23 articles. Donc, ceux qui aiment les statistiques, vous allez être servis ce soir. 17 ont été rejetés, donc battus. 3 ont été retirés. Et très souvent, quand on retire des amendements, c'est parce que ça va permettre d'en préparer un autre qui est plus adéquat. Et il y a eu 18 amendements qui ont été adoptés. 18 amendements sur les 38, 18 amendements sur les 23 articles. Je pense que ça démontre le sérieux du travail et l'importance du travail que les députés ont fait en commission parlementaire. Comment disait le leader déjà? En commission, les parlementaires tentent d'arriver à la meilleure législation possible en déposant des amendements et en faisant réfléchir le ou la ministre qui dépose le projet de loi. Mais souvent, les élus négocient les différents amendements afin d'avoir la loi la plus claire et pertinente possible. C'est pour ça qu'on fait des amendements, des sous-amendements. Juste pour ça, Madame la Présidente. La copropriété. 44 articles en copropriété, Madame la Présidente. Savez-vous, ça faisait combien d'années que les gens du milieu attendent qu'enfin on fasse la copropriété? Évidemment, c'est dans le Code civil, grand bien en face à la ministre de la Justice. C'est la ministre de l'Habitation qui a porté le dossier, comme c'était prévu avec l'ancien gouvernement aussi, que la ministre de l'Habitation porte le dossier. Pourquoi? Parce que la ministre de la Justice est toujours au cœur de beaucoup de projets de loi. Donc, c'est un peu normal, lorsqu'il y a une ministre qui porte l'autre chapeau, qu'on puisse déléguer une portion du travail, tant que ça se fait en collaboration. Je félicite d'ailleurs les légistes du ministère de la Justice qui nous ont accompagnés tout au long du travail qui a été fait, Madame la Présidente.
Sur les 44 articles, voulez-vous savoir, il y a eu combien d'amendements proposés? Amendements, sous-amendements? 48. 9 ont été retirés, 8 ont été rejetés, 31 ont été adoptés. 31 amendements sur 44. Je pense qu'on a fait un super de bon travail, Madame la Présidente. Comment on dit? En commission, les parlementaires tentent d'arriver à la meilleure législation possible en déposant des amendements et en faisant réfléchir le ou la ministre qui dépose le projet de loi, mais souvent, les élus négocient les différents amendements afin d'avoir la loi la plus claire et pertinente possible. La copropriété, Madame la Présidente, les groupes sont venus le dire, le seul morceau qui manque dans le projet de loi de la ministre, c'est les gestionnaires. Donc, vous n'êtes pas surpris de voir, Madame la Présidente, qu'on revient avec un amendement. Pourquoi? Il y a tellement d'argent dans les fonds de prévoyance, il y a tellement d'argent avec les études qu'on va être obligé de faire. On a tous vu des histoires d'horreur. Tous les députés ici, là, je vous dis, vous allez vous ramasser. À partir du moment où vous avez un parc de copropriété ou plusieurs copropriétés chez vous, avec différentes histoires d'horreur. Moi, j'en ai eu comme député. Anjou, il y a beaucoup de copropriétés. J'ai eu des histoires d'horreur, Madame la Présidente. On a vu dans les médias également des gens qui partaient avec la caisse, les gens qui font des dépenses pas justifiées, Madame la Présidente, des gens qui s'improvisent gérants. S'il était temps qu'on fasse quelque chose, mais malheureusement, Madame la Présidente, malgré le fait que tous ceux qui sont venus en commission parlementaire ont demandé d'imposer ou de faire en sorte qu'il y ait un minimum de formation, parce qu'on ne peut pas s'improviser gestionnaire, surtout pas à l'heure, Madame la Présidente, où on va obliger les études de fonds de prévoyance, où on va obliger le carnet d'entretien, où on sait qu'il y a des réparations parce qu'on a un parc immobilier qui est vieillissant, Madame la Présidente. C'est, à mon avis, un grand manque. Donc, vous n'êtes pas surprise de voir qu'on a déposé un amendement qui a été jugé tout à fait recevable, Madame la Présidente, dans ce secteur-là. Quant à la régie du logement, Madame la Présidente, 35 articles dans le projet de loi, Madame la Présidente. Voulez-vous savoir les amendements et les sous-amendements? Combien? 45. Pas 35 articles. 7 ont été retirés, donc on a reformulé dans ce qui a été adopté après. 19 ont été rejetés, mais il y en a quand même 19, Madame la Présidente, qui ont été adoptés. 19 amendements sur 35 articles. C'est quand même bon. C'est quasiment 2 sur 3, Madame la Présidente. La moyenne au bâton est bonne. Honnêtement, elle est excellente. À la différence qu'avec la ministre, et là, il faut que je vous dise, Madame la Présidente, dans cette section-là, dans le 401, nous, on introduisait une instance dédiée aux personnes âgées. Parce qu'avec tout le phénomène des résidences privées de personnes âgées, on se disait, ça prend une instance spécialisée à l'intérieur du tribunal. C'était la voie qu'on avait choisie. La ministre a décidé de ne pas aller là, pas de problème. C'est un choix politique qu'elle assume parfaitement, tout à fait légitime du gouvernement. J'en suis pas contre, Madame la Présidente. Ça fait juste dire qu'on a pris des chemins différents. La ministre permet le centre d'accompagnement pour les personnes en situation de vulnérabilité. Là, Madame la Présidente, je dois vous dire qu'on a passé, je pense, c'est 8 séances, hein? Au moins 8 séances sur le même article avec des amendements à répétition, parce que la définition pour une personne qui pouvait être assistée d'un tiers de confiance était vraiment très vague. Et tout le monde était venu nous dire en commission parlementaire, Madame la Présidente, voulez-vous resserrer ça ou mieux définir les critères? Bien, Madame la Présidente, on a été capable de faire un premier amendement pour les personnes qui ne comprennent pas ou qui ne parlent pas bien le français. On a été capable de faire un autre amendement pour les personnes en situation de vulnérabilité, parce qu'effectivement, les personnes sont en situation de vulnérabilité. Puis après ça, le ministre ne voulait plus faire d'amendement. Madame la Présidente, on a passé 8 séances sur le même article à déposer des amendements pour continuer à bonifier cet article-là. À un moment donné, on a suspendu, parce qu'on avait encore des amendements, on a suspendu. Puis là, on a commencé à discuter avec la ministre. En dedans de 20 minutes, on a réglé 3 amendements qu'on avait, que la ministre nous a donnés, Madame la Présidente. Fait qu'on aurait passé plus que 8 séances sur les amendements, parce qu'on en avait encore. Et la ministre s'est rangée à nos arguments. Je dois dire que c'est l'exception, là, quand même. Passer 8 séances sur un article, mais c'est un article qui était fondamental, Madame la Présidente, parce que c'est l'assistante gratuite d'un tiers de confiance. Et tous les amendements, Madame la Présidente, qui ont été déposés étaient tous recevables. Donc, Madame la Présidente,
Il y a eu un travail de fond qui s'est fait dans ce projet de loi-là, Madame la Présidente, dont j'en suis très fière. Société d'habitation du Québec. Combien d'articles, Madame la Présidente? 4. 4 articles. Essentiellement pour empêcher l'intimidation dans les organismes qui relèvent de la Société d'habitation du Québec, Madame la Présidente. Savez-vous combien d'amendements ont été déposés, Madame la Présidente? 6 amendements sur 4 articles. 2 retirés, 4 adoptés, aucun rejeté, Madame la Présidente. Wow! Je peux vous dire, cette journée-là, ça a été constructif, ça roulait vite. Mais les amendements ont été déposés, ils ont été adoptés. Pourquoi? Attendez une minute. En commission, les parlementaires tentent d'arriver à la meilleure législation possible en déposant des amendements et en faisant réfléchir le ou la ministre qui dépose le projet de loi, mais souvent les élus négocient les différents amendements afin d'avoir la loi la plus claire et pertinente possible. Encore une fois, pas de leader du gouvernement, évidemment. Je continue, Madame la Présidente. Les affaires municipales, hein, le tankai ou le tout-ski, là, prenez-le comme vous voulez, tant qu'à être là, on va en ajouter. La ministre nous a ajouté 28 articles qui parlaient des affaires municipales, Madame la Présidente. Bon. Madame la Présidente, je confesse que je connais un peu moins d'affaires en affaires municipales que j'en connais en habitation. Mais savez-vous quoi, Madame la Présidente? Quand même, sur 28 articles, on a déposé 7 amendements. 7 amendements. Savez-vous quoi, Madame la Présidente? 1 seulement a été rejeté, 6 ont été adoptés. Ça, c'est dans la moyenne de au moins 85 si je sais bien compter, là. 84 C'est bon. Pourquoi on fait ça? Attendez une minute, là. En commission, les parlementaires tentent d'arriver à la meilleure législation possible en déposant des amendements, en faisant réfléchir le ou la ministre qui dépose le projet de loi, mais souvent les élus, évidemment, Madame la Présidente, vous le savez, négocient les différents amendements afin d'avoir la loi la plus claire et pertinente possible. Madame la Présidente, dans les dispositions transitoires et finales, parce qu'il faut les compter, ça aussi, dans le nombre d'articles, savez-vous combien d'articles on avait? 13. Savez-vous combien d'amendements ont été présentés, Madame la Présidente, même dans les dispositions transitoires et finales, suite aux modifications qui ont été faites ailleurs dans le projet de loi? Il y a eu exactement 12 amendements déposés sur 10 articles. Madame la Présidente, très fière de vous dire qu'il y en a 2 qui ont été rejetés, puis 10 qui ont été adoptés. 10 modifications sur 13 articles dans les dispositions transitoires et finales, où tout le monde sait que finalement, là-dedans, il y a beaucoup de concordance. Attendez une minute. Pour faire quoi, Madame la Présidente? Attendez. En commission, les parlementaires tentent d'arriver à la meilleure législation possible en déposant des amendements et en faisant réfléchir le ou la ministre qui dépose le projet de loi, mais souvent les élus négocient les différents amendements afin d'avoir la loi la plus claire et pertinente possible. Dixit, le leader du gouvernement. Madame la Présidente, dans son livre « J'ai confiance ». Madame la Présidente, en tout, c'est pas compliqué, là. Il y a eu 156 amendements, sous-amendements déposés par la ministre, les partis d'opposition. Il y en a eu 21 qui ont été retirés, donc la plupart du temps, ont nécessité une nouvelle rédaction, Madame la Présidente, parce qu'il faut le dire, quand on retire, c'est ce qu'on fait, là. Donc, il faut quand même dire la vérité. Je pense que dans 90 % des cas, les amendements qui ont été retirés, c'était pas parce qu'on voulait pas les voter, là, mais c'était vraiment parce que on voulait laisser la possibilité de retirer l'amendement, de l'écrire correctement, de le redéposer. Puis, Madame la Présidente, je dois vous dire qu'au début, moi, on avait écrit les amendements, nous, ou les groupes qui étaient venus faire de la représentation en commission parlementaire, nous avaient écrit les amendements. Puis, savez-vous quoi? À un moment donné, l'équipe de la ministre, l'équipe de légiste notamment, disait « Ouais, mais ça serait plus facile si on l'écrit parce qu'on va l'écrire avec nos mots. » Fait que quand on soulevait un questionnement, Madame la Présidente, à juste titre, moi, que ce soit le Parti libéral du Québec qui dépose l'amendement ou écrit par l'équipe de la ministre, savez-vous quoi? On a suscité la discussion en disant « Est-ce que vous êtes sûr que ce qu'on est en train d'étudier, là, c'est la meilleure loi possible? » On la pose la question. On est là. On ne rouvre pas les lois à toutes les sessions, Madame la Présidente, là. C'est pas vrai, ça. Fait que c'est quoi notre rôle, nous, Madame la Présidente? Prendre un projet de loi,
Regardez. Écoutez les gens venir en commission parlementaire, Madame la Présidente, parce que savez-vous quoi? Quand le monde se déplace en commission parlementaire, ils nous donnent des mémoires. La plupart du temps, dans le mémoire, c'est écrit quel le groupe ils sont, c'est quoi leur historique, s'ils viennent souvent en commission parlementaire, leur position sur le projet de loi ou la section qui les intéresse, évidemment. Puis là, souvent, tu as toutes les recommandations. Je vous recommande à tel article de faire ça, comme ça, comme ça. Faites attention, il y a là une lumière rouge sur notre tableau, puis il dit, si vous faites ça, ça va être pire que ce que vous nous avez mis. C'est pas comme ça qu'il faut vous le liser, Madame la Présidente. Le barreau vient, la ministre de la Justice sera heureuse de voir que le barreau vient nous faire des recommandations. La Chambre des notaires est venue nous faire des recommandations. L'Office des courtiers immobiliers sont venus nous faire des recommandations. La Corporation des gestionnaires de copropriété du Québec sont venus nous faire des recommandations. Les groupes en inspection en bâtiment sont venus nous faire des recommandations. Vous savez, Madame la Présidente, là, quand les groupes se déplacent en commission parlementaire, on a entendu à peu près 20 heures de commission parlementaire. Avec tout ce que je viens de vous dire là, sur les 147 articles avec les différentes sections, Madame la Présidente, c'est normal de passer du temps en commission parlementaire parce que moi, je considère que c'était comme si on avait eu 5 différents projets de loi, Madame la Présidente. Mais quand les gens viennent en commission parlementaire pour nous faire des recommandations, le devoir premier qu'un ministre a à faire, c'est à prendre les recommandations puis dire, je fais quoi avec? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je la modifie? Ou si je la repousse du revers de la main, Madame la Présidente? Faire des consultations, c'est écouter ses partenaires. C'est écouter les gens qui sont sur le terrain. C'est écouter les gens qui, au quotidien, pas une fois par 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, touchent à une loi, là. Non, non. Au quotidien, ils ont les 2 mains dedans, Madame la Présidente, parce que c'est ça qu'ils font, eux autres, de la copropriété, parce que c'est ça qu'ils font des transactions immobilières, parce que c'est ça qu'ils font de l'assurance ou bien des inspections. C'est ça qu'ils font dans la vie, Madame la Présidente. Ils peuvent-tu nous dire, tant qu'à le faire, faites-le donc comme il faut? Savez-vous quoi? La réponse est oui. Je comprends qu'on a peut-être la palme de la quantité d'heures de cette session-ci. Peut-être qu'on l'aura sur l'année. Je ne le sais pas, Madame la Présidente. Je ne lance pas de défi ici, personne. Soyez pas inquiète. Ni à mes collègues ici qui sont porte-parole de l'opposition officielle, ni aux collègues de l'autre côté des partis ministériels. C'est pas un défi d'en faire plus, Madame la Présidente. Mais c'est important de remettre les chiffres dans leur contexte, Madame la Présidente. C'est vrai qu'on a passé 152 heures, mais savez-vous quoi? Sur les 152 heures, Madame la Présidente, il y a eu 20 heures de commission parlementaire. On ne nous reprochera pas toujours bien d'écouter le monde. Les gens viennent nous voir. Il faut toujours bien qu'on les écoute. Ils ne sont pas juste là pour déposer un mémoire, puis c'est tout, c'est fini. On va les écouter. Mais on ne peut pas reprocher à l'opposition d'avoir passé 20 heures. Puis savez-vous quoi? C'est vrai que des fois, on met beaucoup de groupes. Mais on a raison de mettre des groupes. Puis c'est eux autres qui ont l'expertise. C'est pas nous autres. C'est pas moi. C'est pas les ministres. C'est pas les autres critiques. C'est les groupes. Il faut les entendre. Il faut les écouter. Il faut être à l'écoute des citoyens. Pas juste on a quelque chose à faire, puis on va le faire, puis on se dépêche, bang! Non, non, non. On peut les écouter. Il faut les écouter aussi. Ça évite beaucoup d'erreurs quand on écoute les gens. Fait que c'est pour ça que je vous dis, Madame la Présidente, passer des heures en commission parlementaire à écouter ce que le monde a à dire, je pense que c'est important. Mais après ça, Madame la Présidente, c'est là que l'étude article par article commence. Fait que sur les 152 heures, enlever le 20 heures d'audition, il en reste 132. Savez-vous combien d'heures on a suspendu, Madame la Présidente? Savez-vous combien d'heures de suspension? Là, vous allez rester vraiment surpris. 30 heures de suspension de travaux, Madame la Présidente. 30 heures. Savez-vous pourquoi on a suspendu 30 heures? Bougez pas. En commission, les parlementaires tentent d'arriver à la meilleure législation possible en déposant des amendements et en faisant réfléchir le ou la ministre qui dépose le projet de loi. Mais souvent, les élus négocient les différents amendements afin d'avoir la loi la plus claire et pertinente possible. Quand on suspend, puis qu'on entend la petite musique sur le canal de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente, savez-vous ce qu'on fait? On est en train d'écrire des amendements, puis de se mettre d'accord. Hey, c'est-tu merveilleux? Ça fonctionne, notre système de Parlement, Madame la Présidente. C'est vrai que des fois, ça prend du temps. Mais c'est pas parce qu'on veut empêcher le gouvernement d'avancer. C'est pas parce qu'on veut tourner en rond. Non, 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 Madame la Présidente. Non, 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 Madame la Présidente. C'est pourquoi, attendez, le leader du gouvernement l'a écrit dans son livre « J'ai confiance ».
les élus négocient les différents amendements afin d'avoir la loi la plus claire et pertinente possible. À la page 106 et 107 de son livre, je vous recommande cette lecture-là de l'actuel leader du gouvernement, Madame la Présidente, et vous allez comprendre que, oui, des fois, on peut avoir un petit projet de loi. On en a fait un, là. Projet de loi 47, pacte fiscal avec les municipalités, 8 articles, 3 séances, 0 amendement. On l'a sorti de commission. Bravo, yeah! On ne fait pas de l'obstruction, Madame la Présidente. On bonifie les projets de loi parce que c'est notre rôle, comme parlementaire, comme porte-parole de l'opposition officielle, d'avoir une loi qui est bien ficelée et qui va surtout répondre aux aspirations des Québécois. Madame la Présidente, merci. Merci, Madame la députée. Maintenant, nous poursuivons avec Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Donc, nous nous apprêtons à adopter le projet de loi 16 portant sur plusieurs sujets reliés de près ou de loin au domaine de l'habitation. En général, à plusieurs égards, c'est un bon projet de loi, que ce soit dans le domaine de l'inspection des bâtiments, de la copropriété divise, sur la Société d'habitation du Québec, etc. Même concernant la régie du logement, il y a des avancées intéressantes. Mais voilà le problème, c'est largement insuffisant, en particulier concernant la régie du logement. Comme vous le savez, Madame la Présidente, la régie du logement concerne une large partie de la population du Québec, soit près de 1 300 000 personnes ou 38 % de la population du Québec. Parmi cette grande masse de population, on retrouve 227 000 ménages consacrant plus de 50 % de leurs revenus mensuels au paiement du loyer, ce qui constitue à coup sûr un indicateur de pauvreté. Ça, c'est la réalité. Est-ce que la réforme de la régie du logement introduite par le projet de loi 16 aide concrètement ces milliers de ménages? On peut en douter, puisque ce que le PL16 recherche, avant tout, c'est de rendre plus agile, plus rapide le processus de traitement des litiges à la régie du logement, instance qui arbitre les multiples conflits existants entre propriétaires et locataires. Ceci étant dit, il faut placer la chose dans un contexte. Il y a des biais structurels dans les relations entre propriétaires et locataires qui produisent des effets nocifs, délétères, même discriminatoires sur un grand nombre de locataires. Le principal biais est le fait que la propriété d'une habitation locative, et par l'effet même de la capacité d'offrir un logement, est avant tout considérée sous l'angle de la rentabilité, la perspective d'obtenir un gain pécuniaire et pire, pour plusieurs, la possibilité de spéculer afin d'augmenter les gains financiers. Or, le logement, le fait d'avoir un toit sur la tête pour soi et pour notre famille, est un droit fondamental reconnu par des textes et des pactes internationaux auxquels le Québec adhère. L'expérience quotidienne nous démontre qu'entre ces deux impératifs, l'injonction d'obtenir des gains financiers et la nécessité d'assurer un droit fondamental, avoir un logis, c'est malheureusement souvent l'impératif de faire fructifier l'argent qui est au-dessus du plancher. Je vais donc m'efforcer dans les minutes qui suivent de faire la démonstration de cette contradiction fondamentale en lien avec les projets de loi 16. Dans sa section portant sur la régie du logement dans les projets de loi 16, la ministre entend répondre aux recommandations soulevées par la vérificatrice générale du Québec qui dénonçait les longs délais de traitement des différents litiges devant cette instance. L'un des principaux changements introduits par le PL16 dans le domaine de la régie du logement est l'utilisation beaucoup plus systématique d'une procédure de conciliation entre les propriétaires et les locataires en conflit. C'est là, évidemment, afin de réduire les longs délais. Des longs délais à la régie du logement, cela ne surprend personne, sauf dans un cas particulier, le non-paiement des loyers, où l'on retrouve une procédure accélérée. Encore là, il faut s'entendre. Un retard d'un jour ou quelques dollars manquants au loyer établi sont considérés comme un non-paiement des loyers. Dans ce cas, les propriétaires ayant décidé d'amener son locataire fautif à la régie du logement
peut bénéficier d'une procédure qui conduit invariablement, en seulement quelques semaines, à l'éviction du locataire. Dans cette procédure, qu'on pourrait qualifier d'express, on ne considère pas les raisons du non-paiement du loyer ou la capacité et la volonté de rattraper un éventuel retard. Le locataire sera systématiquement mis à la porte. Considérant que les motifs de litige les plus régulièrement utilisés à la régie du logement est celui du non-paiement du loyer, ce qui constitue à peu près les 2/3 des litiges traités par la régie, considérant que cette cause avantage toujours les locataires, pourquoi les propriétaires utiliseraient la procédure de conciliation alors qu'ils sont sûrs de gagner avec la procédure accélérée? En d'autres mots, l'une des grandes innovations du PL16, la conciliation, ne concerne pas les principaux motifs de litige à la régie du logement. Vous le savez, il y a en ce moment une pénurie généralisée de logements au Québec. Et cela ne concerne pas seulement les grands centres urbains comme Montréal ou Québec, mais l'ensemble des villes moyennes ou même des petites villes du Québec. Voici quelques exemples pour mesurer l'ampleur du phénomène, tout en sachant que le taux d'équilibre est considéré à 3% des logements inoccupés dans une région donnée. À Gatineau, c'est 1,2% le taux d'inoccupation. À Gaspé, ce qui n'est pas précisément une très grande ville, c'est 1,2%. Saint-Hyacinthe, 1,4%. Granby, 1,4%. Drummondville, 1,7%. Rivière-du-Loup, 1,8%. Dans la grande région de Montréal, 1,9%. Dans l'arrondissement du sud-ouest de Montréal, 1,1%. Dans les plateaux Mont-Royal, un secteur très prisé, 1,5%. Dans l'arrondissement où se trouve ma circonscription, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, 0,7%. Et ça, c'est une moyenne, Madame la Présidente, parce que les loyers et les logements pour familles avec plusieurs chambres à coucher sont encore plus rares. Concrètement, ces chiffres induisent plusieurs conséquences, dont voici les principales. Il devient évidemment très difficile de trouver un logement, surtout avec plusieurs pièces destinées à loger des familles. Ensuite, cela favorise des pratiques discriminatoires puisque les propriétaires peuvent choisir les locataires et discriminer les gens qui ne leur conviennent pas. Des familles avec plusieurs enfants, des immigrants qui ne leur plaisent pas, les personnes sur l'aide sociale, etc. Et surtout, ils peuvent monter les loyers autant qu'ils le veulent parce qu'il y a plein de gens qui sont prêts à payer toujours un peu plus cher pour avoir un toit sur la tête, encore une fois. Malgré les indices d'augmentation émis par la Régie du logement des propriétaires, les propriétaires ont en ce moment les gros bouts du bâton. Oui, un locataire peut amener son propriétaire à la Régie du logement pour augmentation abusive du loyer. La réalité est que la grande majorité ne le fait pas. Pourquoi? Parce que la très grande majorité des augmentations abusives se produisent lors du changement des locataires. Pour pouvoir contester une augmentation que le locataire considère abusive, il faudrait tout d'abord qu'il sache combien payer l'ancien locataire. Mais cette donnée est rarement disponible, pour ne pas dire jamais. C'est pour cela que l'ensemble du mouvement de défense des droits des locataires demande la création d'un registre des baux où l'on peut consulter les loyers payés par les anciens locataires. Les locataires pourraient ainsi se prévaloir d'un droit spécifié par la loi, contester l'augmentation du loyer. On accepte ainsi une situation paradoxale. On permet de contester une hausse des loyers, mais on ne permet pas de savoir si hausse il y a. C'est digne de l'absurdité magnifiquement mise en littérature par Kafka. Kafkaïen, on dit. La solution est pourtant simple. Instaurer un registre des loyers tenu par la Régie du logement. Les propriétaires seraient tenus d'y déposer une copie du loyer et nous l'avons apporté à plusieurs reprises en tant qu'amendement. Monsieur le député.
Compte tenu de l'heure, je dois ajourner les travaux jusqu'à demain, mercredi 4 décembre 2019, à 9h40, où vous pourrez poursuivre votre intervention lorsque nous allons reprendre les travaux sur le rapport de cette commission. Alors, les travaux sont ajournés.